Alors, il y a encore beaucoup de monde voilà, qui attendent dehors, mais bon, l'introduction, ils rateront pas grand-chose. On va dire que c'est l'introduction habituelle. Alors, je vous remercie évidemment tous, et on est très nombreux cette année. Je pense qu'on a plus de 400 inscrits, ce qui montre effectivement que ce besoin de se retrouver reste important. Donc, je vous remercie tous d'être là. Je remercie donc également le comité d'organisation qui a participé en fait à l'organisation et le programme de cette journée. Hauts-de-France Addiction qui a été un peu le maître d'œuvre avec l'organisation, la logistique, les mails que vous avez pu recevoir, autant pour les participants que pour les intervenants. Évidemment, je remercie les intervenants qui ont tous accepté donc de venir avec vous partager leur expérience, que ce soit les intervenants du matin et de tous les ateliers de cet après-midi. Et enfin, je remercie l'ARS Hauts-de-France qui finance cette journée. Donc c'est bien aussi grâce effectivement à leur soutien que nous pouvons nous réunir aujourd'hui. Donc ce sont les 4e assises. Je vous rappelle que maintenant elles ont lieu tous les 2 ans avec l'idée l'année l'année entre deux de travailler plutôt sur le terrain. Donc ça on en parlera sans doute en fin de journée. Et donc ces 4e assises avec le succès donc on voit qui en fait garde effectivement cet esprit très Hauts-de-France qui est l'esprit de réseau et notre besoin de travailler ensemble. Et ce besoin de travailler ensemble, il est d'autant plus nécessaire et important quand on regarde le thème de la journée, qui sont les pathologies duelles. Alors, pathologie duel, on en parle de plus en plus. Alors, on en parle pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre pratique, globalement, 50% de nos usagers ont souvent un double diagnostic, pathologie duel. Donc, on parle bien, en fait, d'une association, d'une problématique addicto et d'une problématique psychiatrique. Et quel que soit l'endroit où nous travaillons, nous sommes de toute façon, voilà, nous les rencontrons, nous rencontrons ces usagers qui, en fait, pour beaucoup, euh, sont sur une sorte de parcours du combattant, parce que très longtemps, et on espère que ça changera, en fait c'était la psychiatrie s'occupait pas de l'addiction, l'addicto s'occupait pas de la psychiatrie, et le patient était coupé en deux et s'y retrouvait pas du tout. Donc l'idée effectivement de cette journée, ça sera de bien expliquer ce que sont les pathologies duel, ou aujourd'hui le trouble duel, de savoir pourquoi on a cette association si fréquente, et puis surtout, dès la table ronde de fin de matinée et les ateliers cet après-midi, c'est de savoir comment on fait en fait avec l'accompagnement de ces usagers avec ce diagnostic de trouble duel, comment on fait, quelles sont les expériences qui existent et qui fonctionnent, qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour que ça aille mieux. L'idée évidemment, c'est en fait qu'on laisse le moins de monde possible sur le bord de la route et que les usagers aient quand même l'impression effectivement de pouvoir avoir un soin qui corresponde à leurs besoins. Et donc on verra aussi effectivement tout l'intérêt, je redis encore, du réseau du travailler ensemble, mais aussi des nouveaux professionnels, et notamment les patients experts, les IPA, les case managers, en fait, qui sont aujourd'hui des nouvelles professions qu'on peut effectivement inclure dans nos équipes. On n'en a pas encore beaucoup l'habitude, c'est des fois un casse-tête, mais je pense que c'est vraiment cette ouverture-là qu'on voudrait avoir en fin de journée. Alors j'ai quelques infos pratiques à vous dire. Alors déjà, il y a Clara Wolf que vous avez peut-être déjà vu, qui est dans le hall, qui expose effectivement des tableaux qu'elle a fait, qui en a fait aussi un petit livre qui est l'abécédaire. Clara Wolf est une patiente avec un parcours d'addiction et qui, en sortant et dans tout ce parcours, en fait, a décidé effectivement de le valoriser par en fait des œuvres, donc œuvres poétiques et œuvres artistiques, peinture, gravure, photo. Et voilà, n'hésitez pas à aller regarder l'expo qui est dans le hall et de regarder ce bouquin. Personnellement, moi j'en ai acheté pour le service parce que je pense que c'est aussi un outil qui peut être utilisé avec nos patients. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir. La deuxième info, c'est que dès la pause, vous pourrez aussi aller voir en fait sur le parking en face de l'hôtel le bus de l'équipe mobile du mail. Je pense que c'est aussi un outil très intéressant qu'il faudrait peut-être être amené à être développé, mais voilà, donc n'hésitez pas, il sera là toute la journée, mais dès la pause, vous pouvez aller les voir. Là, il y a encore de la place dans la salle, mais si jamais vous avez des gens tout à l'heure qui rentrent et qui n'ont plus de place, il y a une salle en visio qui est juste derrière le bureau d'inscription où en fait on peut s'installer tranquillement. On va essayer de tenir le timing.
Oui, et puis évidemment, à l'accueil, il y a d'autres stands. Ben voilà, de toute façon, vous allez, en faisant un petit peu le tour, vous allez pouvoir, il y a le RESPAD, enfin, voilà, il y a d'autres effectivement associations ou acteurs de prévention, de soins et d'accompagnement qui sont présents aujourd'hui. Bah, je vais arrêter là mon introduction. Et donc, je vais demander au docteur Joly, qui représente l'Agence régionale de santé, voilà, de nous venir un petit peu nous faire une deuxième introduction. Donc, je vais vous laisser la parole. Ça marche? Celui-ci? Ok. Et puis, bonne journée à tous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers confrères, chères consoeurs. J'ai le plaisir d'ouvrir ces assises, donc les 4e assises régionales de la dictologie, addiction et santé mentale vers une approche intégrée. Et je tenais à excuser Monsieur Gilardi, notre directeur général de l'ARS, qui est retenu par ailleurs aujourd'hui. Je souhaitais tout d'abord remercier chaleureusement Madame Testelin, ses équipes et le comité d'organisation pour la tenue de ces journées. Et mes propos concerneront la révision du projet régional de santé qui vient d'être adopté tout récemment en novembre, la stratégie régionale de l'addiction sur la période 2023-2028 et également la transversalité avec la stratégie régionale santé mentale. Donc l'agence régionale a mené tout récemment la révision de son projet régional de santé sur la période 2018-2028. La révision concernait le schéma régional de santé et le programme d'accès à la prévention aux soins aux personnes démunies. Donc ce travail a été effectué en concertation avec l'ensemble des parties prenantes et a conduit à l'adoption du nouveau schéma régional de santé qui renforce la territorialisation des actions et met une place importante à la prévention. À l'issue de la phase de concertation réglementaire de 3 mois, donc M. Gilardi a arrêté la révision de notre schéma le 30 octobre. Et ce schéma a vraiment un fil rouge, une ambition de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Et il insiste énormément sur l'importance de la prévention. Il inscrit par ailleurs la nécessité de mieux territorialiser nos actions et de mieux prendre en compte la spécificité des territoires. Donc ce nouveau schéma, nous avons 6 objectifs. Un sur le renforcement de la prévention pour réduire les inégalités de santé, un second sur assurer la veille et la gestion des risques sanitaires, un troisième sur favoriser la santé tout au long de la vie, un quatrième sur assurer l'accès à la santé dans les territoires, ensuite mettre les territoires au cœur de la stratégie régionale de santé, et le dernier c'est mobiliser les usagers et les citoyens comme acteurs de la politique de santé. L'amélioration du parcours de santé lié aux conduites addictives et ou à risque est un axe prioritaire de notre schéma régional de santé. Et cet axe illustre les enjeux forts que je viens de vous décrire, aussi bien la lutte contre les inégalités sociales de santé et également la prévention. L'objectif général que nous avons inscrit dans notre schéma sur la période 2023-2028, c'est agir et prévenir contre les conduites addictives et ou à risque. Nous avons identifié des publics prioritaires, donc des publics prioritaires étaient déjà identifiés dans le précédent schéma, à savoir les jeunes, les femmes, les personnes sous main de justice, les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de précarité. Et dans ce schéma, nous avons intégré 2 nouveaux publics prioritaires, les personnes âgées et les personnes présentant des pathologies duelles, d'où la thématique de nos assises cette année.
Dans notre région, on a identifié 5 problématiques prioritaires qui nous ont permis d'élaborer une stratégie sur 2 axes que je vais vous expliquer juste après. Donc les problématiques prioritaires, c'est dans un premier temps, la région Hauts-de-France, c'est la première région en France métropolitaine en termes d'incidence et de mortalité par cancer. Quand on sait que le tabac et l'alcool sont les 2 principaux facteurs de risque des cancers, on a tout un travail à mener sur cette thématique. Ensuite, les conduites addictives se sont aggravées pendant la crise sanitaire et la situation post-crise sanitaire s'est traduite également par une augmentation des troubles anxieux et dépressifs, en particulier chez les jeunes et les personnes âgées, ce qui en fait une priorité. La troisième problématique que nous avons identifiée, c'est que le maillage de la prévention, de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes qui présentent des conduites addictives est à conforter dans certains territoires en allant vraiment au plus près de ces personnes et en déployant ce qu'on appelle l'aller vers et aller à la rencontre des personnes dans les milieux de vie. La quatrième problématique, c'est que ce qu'on avait déjà identifié dans le précédent schéma, les conduites addictives et les prises de risque sont en évolution permanente. De fait, on a toujours un besoin accru de conforter les compétences des professionnels de santé et les acteurs de proximité sur les conduites addictives. Et en région Hauts-de-France, il a été aussi constaté une aggravation de nouveaux phénomènes, le crack, le mésusage du protoxyde d'azote, le chemsex et les jeux d'argent, jeux de hasard, jeux vidéo. Et donc ceci, ça entraîne des prises en charge de plus en plus complexes. Et la dernière problématique que nous avons identifiée, c'est que l'accompagnement et la prise en charge sont à conforter dans certains territoires. Et notamment, on a un impact fort de la baisse de la démographie médicale et paramédicale en région, avec un impact sur nos structures, ce qui questionne à l'intégration de nouveaux professionnels en addictologie, les infirmières en pratique avancée, mais également l'implication des usagers avec un gros axe autour de la pérédance. Donc, face à ces 5 problématiques que nous avons identifiées, nous avons mis au regard dans notre stratégie régionale 2 objectifs. Un sur la poursuite du renforcement des actions de promotion et prévention de la santé, sur les conduites addictives et ou à risque, dont la réduction des risques et des dommages, et un second sur améliorer la reconnaissance des conduites addictives en tant que maladie et améliorer l'accès et le recours aux dispositifs d'accompagnement de prise en charge des conduites addictives. À cela s'ajoutent 2 objectifs transversaux autour de conforter les compétences des professionnels, comme je vous l'ai indiqué juste avant, et aussi favoriser et coordonner les coopérations entre les acteurs. Donc, à l'heure actuelle, les plans d'action régionaux sont en cours d'écriture. Mais d'ores et déjà, on a inscrit une action qui anime cette journée, en fait, c'est élaborer et mettre en œuvre un plan d'action autour de la prise en charge des pathologies duelles afin de décloisonner les pratiques. Sur ce sujet, nous, en interne, au niveau de l'ARS, on a déjà intégré cette stratégie également dans la stratégie régionale de santé mentale, donc, qui s'appelle « Favoriser le parcours de vie en santé mentale », et qui est pilotée par ma consoeur docteur Wathelet-Mariel, qui est dans la salle aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, il y a un comité santé mentale qui a été remis en place, qui s'est réuni pour la première fois lundi dernier. Et dans ce comité, nous avons
nous avons intégré tout le volet addiction, et donc nous avons la chance d'avoir des représentants de l'addictologie dans ce comité de santé mentale, le professeur Cotensin, le professeur GL, le docteur Vaugien et monsieur Fournival pour la fédération addiction. Dans notre stratégie régionale, on a déjà identifié deux axes de travail, c'est pouvoir accroître l'intervention des équipes de liaison en soins addictologie en service de psychiatrie. Donc sur le précédent schéma, on avait pu accroître cette activité au niveau des services urgences et maternité, et sur les 5 ans à venir, nous souhaitons pouvoir accroître l'activité des ELSA dans les services de psychiatrie. Ensuite, dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions de l'année dernière, nous avons financé un projet auprès du centre support de remédiation cognitive de la MGEN autour du sevrage tabagique. Donc l'idée, c'est d'avoir une modélisation de parcours qui peut être dupliquée dans les autres centres de proximité. Donc voilà. Donc ces assises, comme vous l'aurez remarqué, ils vont nous permettre vraiment d'alimenter le plan d'action qu'on souhaite mener sur les 5 ans à venir. Et je vous souhaite une belle journée riche d'échanges et je vous remercie. Merci, docteur Joly. Oui, donc effectivement, je trouve que le travail qui a été fait là, sur ces dernières années ensemble sur la construction du PRS a été quand même très intéressant, et on a été, avec le professeur Cotensin, assez ravis du premier COPIL santé mentale, où on a pu effectivement voir que la problématique addicto était bien prise en compte, que les pathologies duelles n'avaient pas été oubliées. Et puis peut-être une petite chose que vous n'avez pas dite, c'est aussi tout le volet TCA qui a aussi été mis aussi dans les priorités de notre programme régional de santé mentale. Donc merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Olivier Cotensin, donc PUPH au CHU de Lille, addictopsychiatrie, de venir et d'inviter ces intervenants. Merci Véronique. On peut applaudir Véronique. Je suis très heureux de me retrouver à Arras, centre géographique des Hauts-de-France, qui ont permis au professeur Nassila, dont je salue l'arrivée, d'arriver pile poil à l'heure. C'est toujours un plaisir de voir que ces assises régionales réunissent près de 400 personnes. Je crois qu'il y a d'autres régionaux ici qui ne peuvent pas s'enorgueillir de chiffres aussi importants. Et je salue donc le professeur Pernet qui nous fait l'honneur de venir chez nous dans le Grand Nord, en Pologne. Le pauvre. Il vient de Nîmes. Alors, nous allons introduire cette journée avec les pathologies duelles, et pour nous parler de ces pathologies duelles, nous avons appelé à l'international le professeur Philippe de Timary, qui nous fera l'honneur de parler en français, parce qu'il est francophone, et le professeur Georges Brousse, qui vient de Clermont-Ferrand. Alors les pathologies duelles sont plus la règle que l'exception, vous l'avez entendu, Véronique Vaugien vous l'a bien décrit, à tel point que ces pathologies duelles, pour certains, comme Weiss, sont une seule et même maladie, mais je ne veux pas déflorer le sujet, en conceptualisant par exemple le trouble bipolaire comme un bipolar substance abuse, un trouble bipolaire qui a 60% de comorbidité addictive. On ne peut plus le nier. Et vous l'avez vu, y compris dans notre formation, notre organisation aujourd'hui, l'ARS associe l'addictologie à la santé mentale et inversement. Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de reprendre les liens entre addiction et santé mentale en débutant avec le professeur Philippe de Timary, qui est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Louvain et chef de service à la clinique Saint-Luc, et qui va nous décrire les pathologies duelles, les repères psychiatriques, les repères addictologiques, et on s'en suivra, après des questions que nous espérons nombreuses, nous allons pouvoir aborder les stratégies thérapeutiques
et connaissant le professeur Georges Brousse, professeur de psychiatrie et d'addictologie à Clermont-Ferrand, qui manifestement est responsable de tous les services hospitalo-universitaires de Clermont-Ferrand. Un seul lui suffira, hein, il est chef de service de l'addicto, abordera non seulement les stratégies thérapeutiques recommandées, mais surtout les adaptations que nous pouvons en faire, nous, avec notre système si clivé historiquement entre les secteurs psychiatriques et les services d'addictologie et les propositions que nous souhaitons en faire. Donc sans plus attendre et eu égard au fait que nous n'avons que 5 minutes de retard, ce qui n'est quand même pas beaucoup, j'appelle le professeur de Timary qui va nous parler donc des repères psychiatriques et des repères addictologiques. Celui-ci. Voilà, bonjour. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pas si loin de chez moi finalement, hein. C'est à peu près 2 heures de route à partir de Bruxelles. Et ça me fait plaisir de venir parler en français ici. Je pourrais vous parler en néerlandais, mais je pense que ce serait un petit peu décalé, même si c'était les pays de Flandre en fait dans le temps, hein, mais bon. Voilà. Donc, je vais vous parler des pathologies duelles. Et c'est vrai qu'il y a sur le plan thérapeutique une difficulté à aborder cette question de la dualité. Je vais essayer d'expliquer pourquoi la manière dont la psychiatrie a été pensée les dernières années vient dans l'idée d'opposer finalement la possibilité d'une intégration des vues en fait. Et donc, mais avant de démarrer là-dessus, dans le vocabulaire belge, quand on parle de pathologie duelle, on peut parler de pathologie duelle quand on assiste à des comorbidités entre plusieurs pathologies psychiatriques différentes. Alors il y a la dimension addiction plus pathologie psychiatrique qui est la dimension qui est reprise ici. Et puis il y a aussi l'idée de pathologie psychiatrique en lien avec un retard mental qui pose aussi des vrais problèmes de soins. Maintenant, comme on est aux assises d'addictologie, on va s'intéresser à la deuxième association dont on a parlé aujourd'hui, mais avec cette idée de revenir quand même sur un peu la source du problème. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'imaginer que ces dimensions-là sont des dimensions intégrées ? Pourquoi on a du mal à voir notre patient comme quelqu'un qui pourrait souffrir d'une même pathologie qui serait composée de plusieurs finalement entités psychopathologiques distinctes. Et le point de départ et la difficulté, c'est vraiment l'approche catégorielle qui a été développée au départ par Émile Kraepelin, donc au début à la fin du siècle passé, au début de notre siècle, qui était un médecin de son époque, qui s'est un peu inspiré de la neurologie de l'époque, qui voyait apparaître une série de pathologies, comme par exemple les effets neurologiques de la syphilis, où on savait qu'il y avait un agent particulier qui était lié et qu'il y allait y avoir des lésions anatomopathologiques particulières en lien avec cet agent qui allait donner lieu à l'émergence d'un certain nombre de symptômes qui se retrouvaient de manière quasi systématique. Et sur cette base-là, il s'est dit, on doit réfléchir de la même manière aux pathologies psychiatriques dans un souci de catégorisation très fiable. Et c'est à ce prix-là que la maladie psychiatrique pourrait être considérée comme, et la science psychiatrique pourra être considérée comme une science aussi solide que les autres sciences de la médecine, les autres domaines de la médecine. Et donc, en étudiant les symptômes, en observant directement les anomalies du cerveau et en découvrant l'étiologie, on allait parvenir finalement à une vision simple des pathologies psychiatriques. Et alors, cette approche kraepelinienne, en fait, elle a été un petit peu balayée par un champ psychanalytique qui a été dominant pendant des années. Et donc, cette approche très médicale de la maladie mentale a été un peu laissée de côté. Or, elle avait un certain mérite et elle a été ravivée
à la fin des années 70 par Clairman, qui a produit un manifeste néo-créplinien dans lequel il réitérait les idées défendues par Kraepelin au départ, avec cette idée d'une catégorisation qui est une catégorisation fine. Et sur cette base-là a émergé la dernière version à l'époque du DSM, qui était le DSM-3, avec une forme de regain nosographique. Maintenant, si on réfléchit à la démarche du DSM à l'époque, c'était vraiment de pouvoir catégoriser de manière claire et univoque les pathologies sur base de la description d'un certain nombre de symptômes, qui étaient des symptômes bien séparés les uns des autres. Alors, c'est probablement une bonne idée parce que ça a permis de trouver un langage commun à la description des pathologies psychiatriques, ce qui avait ses mérites. Maintenant, la démarche, elle peut être un peu... on peut faire un parallèle entre cette démarche et la démarche qui a été menée en botanique quelques siècles plus tôt par Charles Linné. Charles Linné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu décrire les catégories des différentes plantes sur base d'un certain nombre de caractéristiques morphologiques liées à ces plantes. Et on peut se demander si la maladie psychiatrique peut être décrite comme la botanique, en fait. Si nos patients psychiatriques répondent finalement aux mêmes critères que la botanique. Et en fait, dans la psychiatrie actuelle, on s'accorde pour dire que soit la vision kraepelinienne, qui serait une vision dans laquelle on aurait finalement un agent causal qui viendrait entraîner des lésions au niveau du cerveau, qui viendrait entraîner une manifestation psychopathologique très précise. Cette vision-là, on n'y croit plus trop. Et la vision de Linné et de la botanique qui disent on a des caractéristiques précises qui nous permettent de bien séparer les maladies psychiatriques est un point de vue auquel on ne croit plus complètement. On est plus dans l'idée que finalement l'affection psychiatrique et la manière dont elle se manifeste dépend de l'interaction entre des facteurs qui sont des facteurs prédisposants, dont certains sont des facteurs génétiques, la nature de l'individu, et d'autres qui sont des facteurs environnementaux où il y a une rencontre finalement de l'individu avec des facteurs environnementaux mais qui vont laisser des traces qui sont des traces importantes. Et c'est la combinaison de ces éléments va donner lieu à une forme de vulnérabilité ou de fragilité de l'individu qui, lorsqu'il sera confronté à des conditions de stress de l'instant, il va être finalement à un moment donné débordé, vu sa vulnérabilité, par ce qui se passe dans l'environnement. Et parmi les facteurs environnementaux, il y a l'idée des traumas précoces, et on sait que c'est un élément qui est très central dans la vie des individus qu'on rencontre. Il y a la qualité des interactions, en particulier dans la petite enfance, mais aussi par la suite. Il y a aussi les lésions cérébrales qui peuvent être induites par des infections, par l'anoxie, par une série de facteurs, mais aussi particulièrement par l'exposition à des drogues. Alors l'alcool, on en parle en particulier, et Michael Nazila, qui est ici, est bien d'accord avec l'idée que l'exposition, par exemple, pendant la grossesse de la mère à des quantités importantes d'alcool va conditionner de manière durable le cerveau du sujet et prédisposer au développement d'addiction. Les facteurs prédisposants, on considère qu'ils sont stables et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Sur les facteurs actuels, il y a des dimensions de réversibilité possibles. Et donc là, on peut imaginer avoir comme intervenant un levier pour aider par rapport à ces dimensions. Donc, on arrive à une approche qui est une approche dite catégorielles dans les nosographies actuelles, qui soutiennent l'existence de pathologies qui sont des pathologies clairement distinctes et qui n'est pas du tout concentré au départ sur la coexistence de plusieurs pathologies. Et maintenant, quand on parle de la coexistence de plusieurs pathologies, on va plutôt utiliser des termes qui sont des termes comme comorbidité, c'est-à-dire on a deux pathologies qui sont bien distinctes, mais qui sont comorbides, c'est-à-dire qu'elles surviennent en même temps. Ou
on a deux diagnostics qui sont bien distincts et qui surviennent en même temps. Ça, c'est le diagnostic duel, ou pathologie co-occurrente. Mais donc, ça maintient l'idée, finalement, qu'on va avoir, dans l'expression de ce qu'on rencontre chez les patients, la superposition de symptômes de pathologies qui sont des pathologies clairement distinctes l'une de l'autre. Et en fait, ce que ce modèle nosographique propose pour aborder cette question de la dualité, c'est plus la question d'une association dans le temps de ces symptômes qui appartiennent à plusieurs catégories différentes. Maintenant, le problème de cette catégorisation un peu hermétique des pathologies est vraiment important pour considérer ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'idée qu'il y ait une co-occurrence presque naturelle des pathologies entre elles. C'est que ça induit finalement une tendance à sous-diagnostiquer ces catégories intermédiaires et à aussi proposer des offres de soins qui ne sont pas adaptées, puisque de grandes catégories ne sont pas pensées de cette manière-là. Avec des difficultés de diagnostic, quels sont les critères qu'on va pouvoir appliquer? Est-ce qu'il faut appliquer l'ensemble des critères présents dans les catégories diagnostiques prévues par le DSM ou l'ICD? Et donc on est vraiment dans une difficulté. L'autre élément important, et c'est déjà un élément qui est très important dans le cadre des addictions, c'est la difficulté d'accès aux soins, ce qu'on appelle le treatment gap, qui est un élément important, qui sera important dans le cadre des addictions, et plus encore dans le cadre des pathologies duelles, avec une vraie difficulté d'accès aux soins. Donc il y a une nécessité de s'intéresser à ça. Le poids pour la société est aussi un poids très important de ces pathologies, puisque, comme l'a dit Olivier juste maintenant, finalement, la co-occurrence des pathologies, c'est plus la règle que l'exception. On a affaire à des pathologies qui sont fréquemment co-occurrentes, et donc on est dans une difficulté, on doit pouvoir s'atteler à cette question-là. L'autre problème, c'est un problème d'accès, pour expliquer la question de l'accès aux soins, c'est la question de la mauvaise porte. On va frapper à une porte en disant « Voilà, moi je viens parce que j'ai une problématique addictive » et puis on se rend compte à un moment donné que la personne a en plus de la pathologie addictive une psychose, un trouble bipolaire, et donc on lui dit « Ah ben non, c'est pas ici que vous devez aller à la porte d'à côté ». Et donc il y a cette vraie difficulté par rapport à ça, et donc on doit à un moment donné s'armer pour trouver une manière de répondre à ces questions pour cette difficulté face à une problématique qui est de manière générale un sujet un peu négligé ou voire dénié, et parce qu'il n'est pas au cœur de la manière dont on décrit les pathologies. Et donc on a vraiment on doit s'atteler à ce problème-là pour finalement arriver à une meilleure définition des phénomènes auxquels on a affaire, pour améliorer la nomenclature, pour venir désigner ces pathologies qui sont ces pathologies duelles, et améliorer la capacité de diagnostic et de traitement pour ces pathologies. Alors le terme, j'avais parlé de comorbidité, de pathologie co-occurrente ou de diagnostic duel, le terme qui est plus consacré, qui est l'idée de pathologie duel ou d'une pathologie qui comporte les deux dimensions. Donc c'est la même pathologie, mais qui comporte des facteurs qui appartiennent au domaine de la dictologie et au domaine des affections psychiatriques. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de la co-occurrence des symptômes? On peut partir de l'idée qu'il existerait des facteurs de vulnérabilité ou de résilience qui seraient communs pour expliquer l'émergence de telle ou telle facette d'une pathologie addictive et d'une pathologie psychiatrique en même temps. Il y a aussi l'idée qu'on ne peut pas rester dans cette impasse nosographique, on doit vraiment réfléchir les choses en sortant de ces dimensions-là, pour proposer une vision unifiée d'une condition qui s'étend sur deux catégories différentes, mais qui constituent finalement une seule et même pathologie.
Alors l'approche transdiagnostique est sûrement une manière de procéder, et c'est quand même un sujet qui est de plus en plus à la mode dans le domaine de la psychiatrie et de l'addictologie, qui est l'idée qu'on se réfère finalement à un syndrome commun, à des dimensions symptomatiques qui surviennent à la fois soit de manière simultanée, soit de manière séquentielle au cours de la vie de l'individu, mais qui sont l'expression d'une même vulnérabilité présente chez l'individu qui va prendre finalement des expressions symptomatiques qui seront différentes au cours du temps ou qui viendront se superposer pendant la même période. Et avec cette idée de sortir de l'impasse nosographique, on développe l'idée alors d'une vision dimensionnelle où les différentes conditions, y compris des facteurs de personnalité, vont déterminer finalement la vulnérabilité ou la résilience à une addiction et une maladie mentale en même temps. Alors, quand on reprend les modèles dimensionnels, et ça c'est un sujet qui est à la mode maintenant depuis une quinzaine d'années au sein de la psychiatrie et de l'addictologie, qui est développer des modèles dimensionnels vu l'écueil de l'approche catégorielle qui pose problème. Un des modèles qui est fort développé actuellement, c'est le modèle dit des RDoC. Le modèle des RDoC, c'est un modèle qui a été développé par l'Institut américain des maladies mentales, qui part de l'idée que pour comprendre la pathologie psychiatrique, et un peu dans la lignée de ce que j'ai expliqué sur la complexité de l'émergence de la maladie psychiatrique ou de l'addiction, il y a l'idée de se baser finalement sur des approches qui sont des approches neuroscientifiques, qui viennent définir finalement, en lien avec les sciences comportementales, une physiopathologie qui explique finalement l'expression psychopathologique par l'existence, le dysfonctionnement de grands systèmes neurologiques que les scientifiques des neurosciences visent à mieux caractériser. Alors au point de départ, ils ont proposé 6 domaines différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais l'idée c'est que c'est une vision matricielle de la pathologie qui explique où on cherche à expliquer un dysfonctionnement, par exemple un système de valence négative qui est dysfonctionnel, qui va s'exprimer par exemple dans le cadre de l'addiction à l'alcool, mais aussi dans le cadre des troubles de l'humeur. Eh ben, ce système-là, on peut essayer de comprendre et de comprendre sur le plan neuroscientifique ce qu'il en est, en partant du gène pour aller jusqu'à l'expression symptomatique, pour comprendre finalement comment ces différentes dimensions se opèrent. Et cette approche des RDoC, elle a été appliquée au domaine de la psychiatrie, elle est aussi actuellement appliquée au domaine des addictions, où il y a finalement des approches RDoC qui sont développées de manière spécifique dans le domaine des addictions. Autre modèle dimensionnel est un modèle, c'est le modèle ITOP, qui est basé plus sur l'expression symptomatique et sur une vision qui est une vision statistique de l'expression des différents symptômes, en prenant la population de manière large et en sortant des catégories nosographiques. Et sur cette base-là, ils ont cherché à regrouper ce qui peut être de l'ordre de différentes dimensions qui sont des dimensions hiérarchiques, avec des signes et des symptômes qui vont s'organiser pour aller jusqu'à ce qu'ils appellent des superspectres, qui sont les grandes dimensions qui, selon eux, définissent la psychopathologie. Alors à nouveau, ils ont proposé des batteries pour tester ces dimensions-là. Et ici, vous voyez finalement que sur base de la réflexion qu'ils ont menée, sur base de cette expression des symptômes qui peuvent se regrouper, ils voient qu'il y a finalement différentes grandes dimensions, des dimensions liées à des facteurs d'internalisation ou d'externalisation. Dans les addictions, la dimension d'externalisation va jouer un rôle majeur, mais elle va jouer un rôle majeur aussi pour l'expression de certaines pathologies psychiatriques ou de certains troubles de personnalité. Donc on voit bien qu'il y a une superposition. On n'est plus du tout dans une approche qui est une approche nosographique. On est dans une approche où les différentes dimensions vont être interrogées finalement de manière globale
sans du tout partir d'une approche nosographique au départ. Et puis sur cette base-là, on imagine qu'on va pouvoir alors développer des outils qui nous permettront à l'avenir de traiter convenablement ces patients qui sont un peu entre les catégories. Alors, maintenant, qu'est-ce qui explique les relations qui peuvent exister entre ces pathologies qui sont décrites de manière distincte dans la nosographie? Alors, un des éléments, c'est qu'il peut y avoir des étiologies, une étiologie qui est une étiologie commune à plusieurs expressions. Mais par exemple, les facteurs un trouble de l'impulsivité peut participer, est une dimension transdiagnostique qui peut participer à l'expression des addictions, mais qui peut participer à l'expression aussi de la schizophrénie ou de l'état maniaque dans le cadre du trouble bipolaire. Donc on voit que certaines dimensions sont des dimensions étiologiques communes ou des facteurs contributeurs communs. Il peut y avoir aussi cette dimension de relation bidirectionnelle. Et ça, Georges Brousse en parlera tout à l'heure encore, mais il y a cette idée que, par exemple, un patient a recours à un produit addictif dans le but de diminuer la détresse à laquelle il est exposé. Ça, c'est la vision du psychanalyste kantian dans les années 80 qui soutenait l'idée que, finalement, le patient qui présente une maladie mentale a besoin d'avoir recours aux substances comme une tentative d'auto-apaisement ou d'automédication pour finalement faire face à cette symptomatologie-là. Et donc on a vraiment cette idée qu'il existe des relations qui sont des relations finalement étroites entre ces différentes catégories. Autre dimension, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir des anomalies aussi des systèmes de neurotransmetteurs. Là, on repart sur le versant qui est plutôt le versant génétique, et que ces anomalies des neurotransmetteurs seraient amenées à expliquer l'expression de l'addiction, expliquer éventuellement l'expression de troubles de personnalité et participer à l'expression des pathologies psychiatriques. Et donc là, c'est une origine commune qui serait liée à cette dimension génétique. Je parlais de l'exposition aux facteurs environnementaux et l'importance de cet exposome. Eh ben, des facteurs précoces comme une négligence parentale, une exposition à l'alcool pendant la grossesse ou des traumatismes répétés va aussi permettre d'expliquer l'expression de ces pathologies duelles et constituer des éléments de vulnérabilité à l'expression de ces différentes pathologies. Et pourquoi est-ce que chez l'un, ça va s'exprimer d'une façon et pas chez l'autre? Là, ça reste un peu un mystère, en tout cas, à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on observe aussi de manière importante dans le cadre de ces pathologies duelles, c'est certaines dyades qu'on retrouve de manière plus fréquente. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fréquemment observé dans le cadre de la rencontre qu'on peut avoir avec les patients. Mais quand on parle d'un patient schizophrène, il est rare qu'un patient schizophrène ne soit pas fumeur en même temps. Donc une association fréquente entre tabagisme et schizophrénie. Tabagisme et cannabis, c'est connu, avec l'idée que là, il pourrait y avoir même une participation causale de l'exposition au cannabis à l'expression de la schizophrénie chez un patient qui présente au départ une vulnérabilité à développer les symptômes de la schizophrénie. Alors, troubles liés à l'usage d'alcool et dépression, donc ça, on pense qu'il y a des liens qui sont des liens étroits, avec l'idée que quelqu'un qui va, dans le contexte d'une consommation abusive d'alcool, exprimer une symptomatologie qui est une symptomatologie dépressive, eh ben, même lorsqu'il est plus exposé à l'alcool, reste quand même, conserve une susceptibilité du côté de la dépression. Et donc il y a une vraie co-occurrence importante. Alors, l'ADHD est associé à l'expression de différents types d'addictions, une association très forte avec le trouble lié à l'usage de cannabis,
une association très forte aussi avec le jeu pathologique et où cette dimension d'impulsivité et de troubles de l'attention. Mais en fait, chez le sujet ADHD, il va, lorsqu'il se met à jouer, parvenir vraiment à concentrer son attention de manière extrêmement forte sur le jeu et retrouver un vrai plaisir dans le jeu parce que ce qui fait défaut d'habitude, qui est cette capacité à concentrer son attention, va trouver une réponse dans le jeu pathologique. ADHD et troubles de l'usage de la cocaïne, c'est aussi une association qu'on rencontre fréquemment. Et puis, de manière générale, le trouble de l'usage de différentes drogues en lien avec la schizophrénie. Et donc, vous voyez, ici, mon rôle était finalement de venir dresser un petit peu le tableau général qui explique finalement pourquoi ces pathologies surviennent de manière commune. Sur base de ces observations, on comprend un petit peu la manière dont la co-occurrence survient. Alors, dans le contexte de recherche qu'on a mené, nous, de notre côté, sur le microbiote intestinal chez les patients alcooliques, on a pu observer qu'il existait au sein de la pathologie des populations de patients alcooliques environ 40% de ces patients alcooliques qui présentent des anomalies du microbiote intestinal. On a vu que ces anomalies du microbiote intestinal étaient associées à une expression du trouble lié à l'usage d'alcool, qui était un trouble lié à l'usage d'alcool plus sévère, associé à des dimensions de dépression, d'anxiété, plus marquées en fin de sevrage, qui traduisent le fait que l'atteinte de l'humeur est probablement plus marquée dans cette dimension-là. Par ailleurs, on voit que cette population-là est liée à un isolement social plus marqué et certaines caractéristiques qui rapprochent un peu ces populations des populations autistiques, avec l'idée que finalement, on voit ici, c'est un exemple donné sur base des recherches qu'on a menées chez nous, qui montre qu'un facteur particulier qui est l'appauvrissement du microbiote intestinal va permettre éventuellement l'explication d'un élément qui explique les pathologies duelles dans des circonstances particulières. Donc, j'en ai terminé maintenant de l'exposé et Georges Brousse pourra compléter avec toutes les dimensions qui sont liées aux interventions et aux traitements. Et je veux vous remercier de votre attention. On va prendre des questions tout de suite pour qu'il y ait un effet de rémanence et que vous puissiez vous intéresser. En attendant que la première question arrive et qu'on passe à la deuxième, je vais commencer tout de suite en te faisant une petite remarque sur laquelle j'aimerais que tu nous parles de la situation belge. Tu as dit que aller à la porte d'à côté, ça nous intéresse beaucoup parce que nous, souvent, la porte d'à côté n'est pas à côté. L'hôpital, les services d'addictologie, le sanitaire. Alors, le médico-social est très dans la ville, c'est sa grande force. Nous appelons ça des XAPA en France. C'est une sorte de CMP d'addicto. Mais le sanitaire, les services d'addictologie sont dans les hôpitaux généraux, là où sont les malades, à côté, en lien avec les urgences. Mais la psychiatrie est dans le secteur. Et le secteur, l'hospitalisation, n'est pas dans l'hôpital général. Donc ce clivage géographique s'est accentué avec le temps, à part quelques intersecteurs d'alcoolologie ou d'addictologie qui, eux, sont dans ces... Et donc, géographiquement, c'est difficile pour un patient de pouvoir avoir de trouver les portes. Alors, qu'en est-il et qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, en Belgique, on n'a pas d'addictologie à proprement parler. Et donc, les patients qui présentent des problématiques addictives sont toujours soignés du côté de la psychiatrie. Et donc, cette absence de ségrégation de départ fait qu'ils sont peut-être un peu plus soignés de manière commune, mais l'absence d'addictologie fait qu'on est peut-être moins pointu aussi dans les domaines de l'addictologie. Donc, c'est une vraie difficulté, mais c'est vrai que ce qui serait bien, c'est de garder sur le même lieu
la dimension d'addicto et de pathologie psychiatrique pour pouvoir les traiter de manière commune, ou de créer des services qui accueillent spécifiquement les pathologies duelles, en fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose de vraiment intéressant et auquel on doit réfléchir, parce que sinon, ça passe à travers... Enfin, voilà, ils sont renvoyés d'une porte à l'autre et on est dans une situation qui est une situation complexe. Et donc, je crois que cette création... et ici, la première slide que j'ai montrée montrait l'hôpital qu'on est en train de construire sur notre site universitaire. Eh ben, dans cet hôpital, il y aura une section qui s'occupera des psychoses et diagnostics duels, en fait, hein, et pathologies duelles. Donc, on essaie de se centrer aussi sur ces dimensions-là pour éviter qu'il y ait toujours ces patients qui ne rentrent dans aucune case, en fait, hein, et donc ça, c'est une vraie difficulté. Merci de l'avoir pensé. Et au passage, je vous informe que Philippe est venu sur de nombreux sites français et étrangers pour voir comment les autres faisaient. Ce n'est pas toujours le cas en France d'aller voir comment les autres font pour pouvoir s'en inspirer. Donc merci de cette richesse. Entre autres chez vous, hein. Oui, entre autres chez nous. Il n'y a qu'un parking à traverser. Est-ce que vous avez des questions, une ou deux, avant qu'on donne la parole au professeur Brousse ? La question dans la salle qui est en visio peut se permettre aussi. Il y a un micro, donc nous les entendrons. S'il y a des questions dans l'autre salle également. Moi, je n'en vois pas, professeur. Je n'en vois pas non plus. Le temps avance. Merci beaucoup, Philippe, de ton intervention. Merci à vous. J'appelle maintenant le professeur Georges Brousse, qui va nous parler des stratégies thérapeutiques, passées, à venir, et même faire des sources de propositions. Mais nous n'y manquerons pas, Monsieur le Président. Merci. C'est lequel le vôtre? Arras, allez-y. Vous pouvez passer directement avec les fiches. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici. Merci à notre président, professeur Cotensin de session. Merci au docteur Véronique Vaugien, à Addiction Hauts-de-France, Madame Testolin. Merci de votre invitation. Lorsque Olivier m'a invité, il m'a dit on fait une journée dans les Hauts-de-France, Addiction Hauts-de-France. Alors, eu égard à l'amitié que je porte à mes collègues des Hauts-de-France, professeur Cotensin, professeur Nassila, et du grand travail qui est fait évidemment dans cette région. Il m'a dit c'est à Arras. Alors j'ai dit on a siège à Arras. Alors évidemment, en grand amateur de Cyrano de Bergerac, il fallait absolument que je me rende dans cette ville où je n'étais jamais venu, et donc c'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui ici parmi vous. Alors je viens d'Auvergne. D'Auvergne, vous savez, c'est une terre rurale, un peu comme les Hauts-de-France, et l'endroit où j'ai grandi, adolescent, est également une terre minière avec des terrils. Et oui, il y en a également dans le Cantal. Le sillon houiller traverse le Massif central, et donc je suis également un petit-fils de mineur, ce qui peut-être ne peut pas se parier d'emblée pour un Auvergnat. Alors, donc, la question des addictions, je la connais finalement assez bien, vue de l'extérieur et de l'intérieur. Et je vais vous parler du lien entre les addictions et la santé mentale après le propos présenté par le professeur de Timary. Évidemment, je vais m'inscrire en perspective sur les stratégies thérapeutiques. Alors, les stratégies thérapeutiques, évidemment, on va essayer de construire ensemble, déjà voir sur les pathologies duelles. Les pathologies duelles, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? En France, Philippe, pour répondre un peu à ta question, quand on dit à un psychiatre nous, en addictologie, on a des pathologies duelles, on nous regarde un peu comme on regardait David Vincent lorsqu'il parlait des envahisseurs. Bon, ça parle plutôt aux plus anciens, mais les envahisseurs, évidemment, les pathologies duelles, il n'y avait que David Vincent qui les avait vues. Et c'est un peu comme ça que parfois les psychiatres nous regardent en nous disant oh, tu sais, les pathologies duelles, ton patient, il souffre d'addiction, il est alcoolique, il est cocaïnomane, mais alors la psychiatrie derrière, laisse-moi moi m'occuper des vrais schizophrènes, et puis toi, occupe-toi de tes patients. Alors évidemment, ça vient d'une logique nosographique qui nous a été présentée précédemment sur cette question de la vision du trouble psychiatrique, sur une vision très catégorielle, mais également d'une vision très causaliste de la pathologie mentale, dans laquelle
la question des consommations de substances psychoactives a longtemps été inscrite comme une causalité, et là où il y avait causalité, il n'y avait pas forcément étiologie sous-jacente, c'est-à-dire que la substance créait un trouble, la pharmacopsychose, mais plus de substance, plus de trouble, c'est-à-dire que cette vision causaliste supprimait d'emblée une réflexion sur la vulnérabilité individuelle favorisant l'explosion d'une pathologie mentale. Et pendant longtemps, la psychiatrie française notamment a été fortement imprégnée par cette vision qui a évidemment obéré la capacité qu'on avait à faire soigner des patients présentant des pathologies mentales dans un contexte de consommation de substances. Tout ça évolue, bien évidemment, avec une évolution très importante, notamment à travers le DSM-5 et les troubles bipolaires associés à l'usage de substances, comme le rappelait Olivier Cotensin, et on est de plus en plus vers une vision plus générale, plus de vulnérabilité, et ceci d'autant plus doit nous interpeller car les addictions débutent tôt, et c'est le plus souvent la question de la pathologie duel finalement se pose du côté de l'addiction, si je puis dire. Autant, évidemment, en psychiatrie, on peut avoir des patients présentant des pathologies addictives comorbides, mais là, lorsqu'on a une pathologie mentale et que derrière il y a une pathologie addictive, on voit bien les choses arriver. Les stratégies thérapeutiques seront finalement assez simples à penser. Des équipes mobiles d'addictologie allant en psychiatrie et dans les équipes de psychiatrie à la prise en charge de ces pathologies addictives. C'est plutôt de l'autre côté, si je puis dire, du côté du champ de l'addictologie, où derrière la pathologie addictive, il faudra diagnostiquer la pathologie mentale, et ça ne sera pas simple, et mettre en place des stratégies thérapeutiques pour des patients, évidemment, plus complexes à prendre en charge, et sur lesquels nous reviendrons. C'est un débat, alors depuis la définition 2014 de Miguel Casas, sur l'interaction, la synergie de troubles qui, associés l'un à l'autre, altèrent le pronostic, évidemment en termes de parcours de vie, en termes de pathologies somatiques associées, d'autres usages de substances, de rupture, d'incarcération, de risques suicidaires, de troubles somatiques, tout ça, on voit bien ce dont il s'agit chez des patients souffrant de pathologie duel, mais c'est un sujet éminemment d'actualité. Alors, est-ce qu'il faut garder le terme de pathologie duel? On a un échange récemment avec le professeur Cotensin sur est-ce qu'on pourrait appeler pathologie addictive complexe, intrication psychiatrique, enfin bref. Et en tout cas, c'est un sujet d'actualité dans l'American Journal of Psychiatry, qui est la référence des journaux scientifiques du côté de la psychiatrie, un éditorial de décembre 2023, donc la semaine dernière, enfin cette semaine, noté, c'était une lettre à l'éditeur, d'un auteur qui avait lu un article sur les addictions et sur leur lien avec la psychiatrie, et cet auteur dit les substance use disorders are psychiatric disorders. Les problématiques de troubles de l'usage de substances sont des pathologies mentales, des troubles psychiatriques, il ne faut pas l'oublier, et c'est comme ça qu'on doit les regarder, et ça a été l'objet d'échanges entre différents auteurs de cette revue. Alors les dualités, c'est plus qu'une addition, ça vient d'être dit, c'est un processus morbide, synergique, évidemment, ce qui va poser la question de la complexité de la prise en charge, ce n'est pas simplement deux troubles qui s'additionnent l'un à l'autre, c'est plus que ça, c'est une association symptomatique qu'on peut imaginer comme des étiologies sous-jacentes, comme des processus de réseau avec des éléments symptomatiques qui s'influencent les uns les autres. Parfois, il y a un tel brouillage lié à la consommation de substances, lié au sevrage à la substance, que les symptômes psychiatriques n'apparaissent plus, ou qu'il apparaît de nouveaux éléments. On voit très fortement l'impulsivité, on voit très fortement la dysrégulation émotionnelle. Vous voyez, chez tous nos patients, on a ces éléments-là qui nous font dire « Ah ben oui, c'est peut-être autre chose, ça vient peut-être d'ailleurs ». Mais enfin, évidemment, ça pose une question de processus sous-jacents à l'origine de ces troubles et quelle prise en charge nous allons mettre en place. Dans 2 tiers des cas, encore une fois, c'est l'addiction qui apparaît au premier plan, parfois à l'adolescence, comme vous le savez, des facteurs traumatiques sous-jacents qui viennent sceller ce processus addictologique et psychiatrique dans une histoire d'une enfance assez souvent marquée par des traumatismes, des négligences, parce qu'il y a évidemment des environnements très forts autour de la pathologie addictive parentale, autour d'environnements évidemment problématiques. Et la plupart du temps, évidemment, lorsque la pathologie addictive apparaît en premier, il y a un retard au diagnostic de la pathologie mentale. S'il faut classiquement 5 ans pour diagnostiquer un trouble bipolaire, il faut aujourd'hui 10 ans pour diagnostiquer un trouble bipolaire dans le cadre d'une conduite addictive. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on est clinicien? Parce que la stratégie thérapeutique, c'est quand on voit arriver le patient et qu'on se dit qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, qu'on soit du côté du symptôme, de la dimension, comme ça a été présenté, les gens arrivent, ils ont des problèmes avec leur famille, ils entendent des voix, ils se sentent persécutés, ils ont des idées de suicide, ils sont tristes, ils ont une perte d'énergie, bref, tous les symptômes que les patients vous présentent, ils arrivent aux urgences, ils viennent vous voir pour ça. De l'autre côté, si vous avez une approche plus catégorielle, vous mettez les symptômes, vous les imbriquez, vous dites, bon, ben, ce patient souffre de
de dépression, de syndrome dépressif caractérisé, de schizophrénie. Bref, on arrive à faire des catégories diagnostiques qui peuvent correspondre à l'assemblement symptomatique. Face à ces symptômes, ce pourquoi les gens viennent vous voir, c'est que dans un contexte de souffrance, eh bien, ils ont tendance à prendre des produits pour soulager. Ils prennent des produits pour soulager et finalement, avec une efficacité de ces produits dans l'immédiat, comme vous le savez, malheureusement avec un risque addictif, avec une vulnérabilité, avec un effet de la substance. Les patients apprécient évidemment ce soulagement, l'état mental de soulagement qui se maintient, le cerveau qui se souvient et le processus addictif qui s'installe. Et de façon majeure chez des personnes qui sont plutôt vulnérables, avec évidemment des éléments de vulnérabilité génétique liés à cette rencontre au produit dans un environnement donné. Vous connaissez ça, c'est le principe évidemment de l'addiction. Mais ici, la pathologie mentale est sous-jacente et favorise encore plus l'explosion addictive, si je puis dire. Alors ce qu'on voit, c'est ça en fait, c'est la substance qui vient comme ça en avant se présenter. Et c'est l'alcool, c'est la cocaïne, c'est un médicament, et derrière, tous les éléments symptomatiques sont brouillés et ne sont pas vus. Et toute la difficulté, évidemment, c'est d'essayer. La tentation qu'on aurait, ça serait de dire on va enlever la substance et puis comme de la buée sur la voiture, mais pour voir un peu ce qui se passe derrière. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, comme vous le savez, parce qu'enlever la substance, c'est pas si simple et qu'elle est ancrée évidemment dans l'ensemble des processus symptomatiques qui atteignent notre patient. Les patients, ils nous le disent bien, d'ailleurs, ils nous disent si je prends la substance, les verbatims de patients, vous les connaissez, l'alcool, ça apaise mon anxiété, c'est convivial, le cannabis, l'effet sur le sommeil, la cocaïne, ça stimule, bref, ainsi de suite. Vous savez tout ça. Si je présente ces verbatims-là, évidemment, il y a des effets. Nous, ce qu'on regarde plutôt, c'est pas le bonhomme vert sympathique, mais c'est plutôt le bonhomme vert un peu qui a plutôt tendance à être. À nous interroger, ils sont bien mes bonhommes verts. Et donc, ce qu'on dit aux patients, nous, attention, il y a un risque d'overdose, attention, la paranoïa liée aux consommations de substances, attention au risque infectieux, c'est-à-dire qu'on est focus, dans la stratégie thérapeutique, on est focus sur le risque. On veut réduire le risque, on a bien raison, mais on doit être aussi focus sur ce à quoi les substances viennent répondre. Dans quel contexte les patients consomment les produits, pourquoi ils les consomment historiquement, est-ce que ça leur apporte. Et évidemment, si on ne construit pas une stratégie thérapeutique qui soit centrée sur la résolution des problèmes partant du patient, évidemment, la stratégie thérapeutique est vouée largement à aller droit dans le mur, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas une réponse tout à fait pertinente. Alors, comment penser une stratégie thérapeutique face à ces comorbidités psychiatriques? Eh bien, ce qu'on pourra faire, c'est... J'avais commencé, j'avais listé, alors il n'y a pas de hiérarchie, j'ai listé un certain nombre de stratégies qu'on peut mettre, de réponses qu'on peut mettre en œuvre. Puis j'ai dit, je vais mettre celle qui me paraît saillante en rouge. Puis après, j'ai dit, ouais, mais celle-là, c'est important, l'entretien motivationnel, même pour les pathologies duelles, c'est important la prévention. Évidemment, on commence par là, ça a été dit dans l'introduction, dans les stratégies présentées dans le cadre du plan régional de santé. C'est vrai aussi également qu'on va penser à l'autosoulagement, comme je viens de le dire, les stratégies de réduction de risque. Si vous prenez de la cocaïne parce que ça vous stimule et que vous avez besoin, essayez de voir dans quel contexte vous la prenez, ainsi de suite. Donc c'est penser à l'aune de la comorbidité psychiatrique, la façon évidemment dont on va hiérarchiser des stratégies. Seulement, il n'y a pas que la comorbidité psychiatrique, elle n'est pas isolée, comme je l'ai dit, même s'il y a un certain nombre d'éléments qui vont répondre à cette problématique de comorbidité, c'est qu'il y a des facteurs de complexité qui se rajoutent, il y a d'autres troubles de l'usage très souvent, il y a des événements somatiques intercurrents plus fréquents, il y a une résistance au changement importante chez ces patients parce qu'ils sont apaisés et qu'ils sont sur le fil du balancier et qu'ils ne veulent absolument pas changer parce que changer c'est un risque de chuter. Il y a la chronicité du trouble, évidemment le parcours est un élément important, on y reviendra, et puis le trouble est précoce, je l'ai dit. L'entourage est important, il est là, et puis l'entourage demande, il est très sollicitant. Il faudrait le soigner tout de suite, il faudrait l'enfermer. Il faudrait l'enfermer parce qu'il prend de la cocaïne, il a une schizophrénie, mais si on l'enfermait 15 jours pour pas qu'il prenne de cocaïne, on le sortirait évidemment de cette problématique. Vous voyez la pression de l'entourage que vous connaissez également, et puis la stigmatisation sociétale. Déjà que les patients avec des pathologies mentales, ils sont stigmatisés, on le voit bien. Les patients avec des pathologies addictives aussi. Les deux, c'est pas de la tarte. Alors, la question qui va se poser pour nous, c'est comment hiérarchiser et coordonner ces différentes réponses. On voit bien les réponses qu'on peut mettre en place. La grande difficulté, c'est comment coordonner les réponses et puis savoir dans quel ordre on va les mettre en place. Et ça, c'est un défi majeur dans les différentes
différentes réponses, parce que non seulement on a différentes portes, mais derrière des portes, eh bien, des acteurs. Les acteurs, ils sont différents, et si vous voulez articuler les acteurs les uns avec les autres, et quand ils ne sont pas derrière la même porte, ça devient complexe, mais c'est évidemment un élément majeur de la réponse que nous devons faire. Donc ce qu'il faudrait, évidemment, la réponse, c'est une approche pluridisciplinaire, coordonnée et intégrée. Ah, le Graal. Le problème, c'est que la comorbidité psychiatrique suppose d'abord d'avoir fait le diagnostic. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui disent oui, en effet, derrière le trouble d'usage d'opiacés, il y a bien une schizophrénie. Et puis ensuite, ça serait d'avoir des psychothérapies avec des guides thérapeutiques. Des guides thérapeutiques médicamenteux, ce qu'on appelle les guidelines, proposés par les sociétés savantes, des recommandations internationales, dans le cas d'un trouble de l'usage de cocaïne associé à un syndrome dépressif caractérisé, il faut en premier lieu commencer par tel type de traitement. Si ça ne marche pas, il faudrait un autre type de traitement, ainsi de suite. C'est ce qu'on fait pour toutes les maladies finalement, et c'est des stratégies qu'on devrait avoir. Malheureusement, évidemment, on en manque cruellement. Je parle de stratégie médicamenteuse, mais du point de vue psychothérapique, c'est la même chose, c'est dire, on va commencer par une thérapie cognitivo-comportementale, on va faire un entretien motivationnel, on va associer une thérapie de prévention de la rechute à une thérapie de désensibilisation progressive d'un patient présentant un trauma associé à un trouble d'usage de l'alcool. Donc, évidemment, des stratégies psychothérapiques, médicamenteuses, mais pour valider ces stratégies, il faut faire des études. Il faut dire j'ai fait telle étude et je montre que cette stratégie marche. Évidemment, on manque cruellement d'études parce qu'elles sont difficiles à mener du fait des populations, du fait de la difficulté, évidemment, de la complexité de ces troubles. En fait, ce que nous avons, c'est quand même des centres de recours, à la fois addictologiques, les XAPA, les CMP. Le diagnostic, il est rarement fait, évidemment, de pathologie individuelle, comme ça a été dit. Il y a peu de recommandations, on a peu de guidelines, comme on dit, pour nous dire dans quel coin comment on pourrait organiser notre stratégie thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou psychothérapique. L'approche multidisciplinaire, elle est morcelée. Les acteurs, évidemment, ils sont peu coordonnés les uns avec les autres. Et l'acceptation thérapeutique de nos patients, elle est parfois faible. Ils acceptent l'idée du diagnostic addictologique, mais il faut bien travailler, bien faire de l'éducation thérapeutique pour parler du diagnostic psychiatrique sous-jacent, la mise en place de traitements. Évidemment, il faut accompagner les patients. On le voit bien en centre de soins pour patients souffrant de troubles d'usage d'opiacés. Ils sont acceptant souvent des TSO, c'est finalement assez simple. Pour ajouter des thérapeutiques associées, ce n'est pas toujours simple, évidemment, pour stabiliser des troubles. Alors dans le parcours, on a parlé de parcours et c'est un élément important, et le patient il va passer dans un parcours, on a beaucoup d'acteurs identifiables. Bon, d'abord au cœur le patient, et puis il y a plein d'acteurs que je cite ici. On pourra en rajouter d'autres, j'en ai peut-être oublié, ce n'est pas exhaustif, mais l'idée c'est quand même on a un certain nombre d'acteurs, les XAPA et les CMP ont été cités, les médecins généralistes, les pharmaciens, les kinés, les infirmiers libéraux, les travailleurs sociaux, les psychologues, des dispositifs hospitaliers comme les SMRA, les SSR, les soins de suite et de réadaptation, les soins complexes, les équipes de liaison, les paramédicaux, puis des dispositifs évidemment de réduction des risques comme les CARUD, très importants, les urgences où passent souvent les patients, et puis d'autres dispositifs associés qui sont en forte interface, notamment en conditions de pathologie individuelle, que sont par exemple les dispositifs, on va dire, ayant à voir avec la justice. Tous ces dispositifs, le patient va y passer au cours de sa vie, au long cours, parce qu'on est dans la chronicité. Pardon, excusez-moi, on est dans la chronicité. Alors le parcours, c'est quoi? On parle beaucoup de parcours et c'est un élément important, surtout pour les patients souffrant de pathologies duelles. Il y a des parcours de soins, des parcours de santé, des parcours de vie. Si vous regardez sur le site du ministère de la Santé, c'est vrai que l'idée de parcours, c'est avoir une approche structurée, globale du patient, de sa vie dans son entièreté, avec une souffrance associée à cette pathologie chronique. C'est important d'avoir une vision globale, non morcelée, accompagnante du patient, dans finalement une vision qui est une vision de la santé globale de l'individu, selon l'OMS, un bien-être physique, psychique, environnemental, sans oublier évidemment les besoins fondamentaux de l'individu, notamment le logement et l'accompagnement social, je vais y revenir. Pour nos patients, ce sont des parcours de santé, pas tout le temps, ils sont rarement dans le parcours. Ils essaient de s'y retrouver, parce qu'il y a les portes, mais les portes, ils ont du mal, évidemment, à frapper à la bonne porte. Et puis, évidemment, le parcours du combattant, je ne pouvais pas faire, évidemment, ne pas faire allusion, évidemment, à l'enfer du Nord, en cycliste amateur que je fus et que je reste. Alors, la définition, les parcours, aujourd'hui, le parcours, c'est une prise en charge globale, encore une fois, comme je le dis, avec des niveaux différents, mais qui articulent à la fois le secteur sanitaire, le secteur médico-social,
et le secteur social, c'est là où va vivre l'environnement dans lequel va vivre le patient. Il faut prendre en compte ces environnements. Donc il faut réfléchir comment favoriser l'accès, comment coordonner les acteurs, et puis comment les accompagner. On peut proposer une vision, alors je suis en train de travailler là-dessus, je sais pas, ça reste un peu de l'élaboration, si je puis dire. Dans le parcours, on peut avoir différentes visions. Et ça, c'est important, je pense, pour les équipes d'avoir ça en tête dans la logique d'accompagnement de nos patients. Le premier élément du parcours, c'est peut-être pas celui qu'on voit en premier. Mais le premier élément fondamental, c'est que le parcours du patient, il est tout d'abord diachronique. Diachronique, ça veut dire qu'il y a une transversalité dans la vie de l'individu, de son enfance à son adolescence, à l'âge adulte, ainsi de suite. Et il y a tout au long cours, c'est jour après jour, une chronicité d'un vécu avec une pathologie duel, et le patient traverse ça avec une vie, avec différentes périodes où il a été à l'hôpital, il a été suivi en XAPA, suivi son médecin généraliste, il a déménagé, il a travaillé, il a été sous main de justice, ainsi de suite. Ça, c'est un élément important. Ce que nous voyons en tant qu'acteurs, très souvent, c'est des aspects très synchroniques, c'est-à-dire immédiatement, le patient est passé aux urgences, il est hospitalisé ici, oui, mais il a été hospitalisé il y a 2 ans à tel endroit, il s'est passé telle chose. On voit souvent, et c'est aussi souvent d'ailleurs, on va dire un biais des acteurs de l'hospitalier, du sanitaire, c'est-à-dire qu'on pense le patient au moment où il est à l'hôpital. Et on a du mal à penser le patient dans une logique très transversale avec, évidemment, alors en addictologie, on est quand même peut-être un peu meilleur que les autres parce qu'on a la logique de la liaison, on a la logique de la construction des hôpitaux de jour, on voit bien une projection SMR, on voit bien de soins de suite et de réadaptation, si vous voulez, à l'ancienne, on peut avoir une logique de communauté thérapeutique, mais les articulations avec d'où il vient, l'articulation avec le CMP de ville ou le XAPA, toute cette transversalité, elle n'est pas forcément bien évaluée. Et puis, toute l'articulation avec où il va vivre, où c'est qu'il doit être, c'est quoi sa vie, son environnement, et d'où l'importance évidemment de l'aspect social et environnemental, notamment la famille et la pérédance. On peut avoir aussi des moments que j'appellerais d'interchronie, c'est-à-dire des moments où on peut saisir des opportunités d'accompagnement. Ces moments où on peut saisir des opportunités d'accompagnement, c'est ni la longueur ni l'immédiat, c'est entre les deux, c'est des temps un peu plus de moyen long terme, c'est vraiment adapté, par exemple le temps de la communauté, du soin de suite et de réadaptation, ces temps un peu plus longs où on peut essayer de construire des choses. Évidemment, ça se fait avec les partenaires. Alors, du côté du patient, il y a un élément important, c'est que si on pense parcours de soins en pathologie duel, il faut bien comprendre qu'on a affaire à des personnes, à des usagers qui souffrent de 2 troubles et qui rentrent souvent n'importe où dans le parcours et qui sortent n'importe comment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser une linéarité de parcours. Ils rentrent aux urgences, ils appellent le SSR, ils disent moi je voudrais bien rentrer là, ils appellent le centre d'aide, le XAPA, ils s'en vont, ils reviennent. Ils sont très volatiles dans le parcours. Et ils sortent du parcours, c'est difficile évidemment d'avoir un parcours linéaire. Vous opérez quelqu'un du genou, vous dites là, genou, opération, rééducation, ainsi de suite. Là, c'est plus compliqué. Faire maturer l'idée de l'hôpital de jour, maturer l'idée du SSR, c'est plus compliqué. Donc, accompagner le parcours, ce n'est pas quelque chose de simple. Et parfois, on le voit bien en hôpital de jour, quand les patients sont là, une fois sur 5. Ils ne vont pas venir parce qu'évidemment, ils ont consommé des produits. Donc, c'est aussi... et du côté des acteurs, on a évidemment... Pas que je dépasse parce que je... Oh là là. C'est bon. Du côté des acteurs, on a des soins qui sont cloisonnés, on a des acteurs qui ne se connaissent pas forcément, des acteurs qui communiquent peu, vous le savez, on ne peut pas penser le parcours comme une ligne droite. Alors la solution à ça, évidemment, ce qu'on a mis en place sur la stratégie thérapeutique qu'on pouvait identifier, c'est soit on dit il passe en psychiatrie, puis ensuite il passera en addictologie, ou l'inverse, c'est-à-dire c'est des soins séquentiels, l'un après l'autre, où on va dire finalement ce à quoi on a pensé depuis une quinzaine d'années, ou il y a une quinzaine d'années, on s'est dit on va faire du soin intégré. C'est la même équipe qui va faire de la prise en charge psychiatrique et addictologique. Cette même équipe, elle fera tout, et comme elle pourra tout faire, parce qu'elle connaîtra tout, elle suivra bien les patients. Vraiment, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça, parce que c'est difficile à mettre en œuvre, il faut avoir les moyens, il faut avoir les acteurs, il faut transformer les cultures. Et ce vers quoi, évidemment, on a tendance à s'orienter, parce que c'est le plus logique, le plus fonctionnel, c'est les soins coordonnés. C'est-à-dire que les acteurs agissent en même temps, en parallèle, si je puis dire, pour le suivi du patient, mais ils se coordonnent, ils se parlent, ils font des staffs patients complexes, il y a des équipes mobiles qui font le lien entre les patients, il y a des acteurs de la coordination, et c'est comme ça, évidemment, qu'on peut faire du soin coordonné.
Alors, le soin intégré, c'était le Graal. Il y a une publication aussi de 2010 d'une collègue québécoise qui a pensé, qui a modélisé le soin intégré, comment il fallait que ça se fasse. Il faut transformer les cultures, il faut associer des gens de la dictologie, de la psychiatrie, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'il y ait une réforme des structures hospitalières, une réforme du soin, une réforme de l'accompagnement, penser le soin différemment. Enfin, le soin intégré, ça nécessite évidemment de modifier les choses. Avec des recommandations qui ont été faites par des acteurs, d'ailleurs une publication récente en 2023 qui disait pour faire du traitement intégré, il faut avoir plus d'options thérapeutiques disponibles, il faut combiner des actions à la fois psychothérapiques et pharmacologiques, il faut que les acteurs communiquent de façon solide les uns avec les autres, parce qu'évidemment dans le champ de la dictologie, dans le champ de la psychiatrie, les équipes peuvent éclater. Évidemment, quand vous avez un patient schizophrène, c'est difficile à prendre en charge. Un patient schizophrène cocaïnomane qui consomme de la cocaïne dans le service et qui s'injecte de la cocaïne, évidemment, en termes de prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, ça élève le niveau de complexité et de réponse. Et je pense qu'aujourd'hui en France, les équipes ne sont pas suffisamment formées, c'est pas un gros mot de le dire, à prendre en charge des patients schizophrènes cocaïnomanes qui s'injectent de la cocaïne dans une unité de soins. Ça, je pense que c'est évidemment aujourd'hui un défi majeur, parce que la cocaïne apparaît, il y a d'autres substances, et c'est un défi majeur de la prise en charge. Donc, les prises en charge doivent être menées dans des cadres structurés, avec des équipes formées, avec des équipes suffisamment nombreuses pour accompagner les patients. Il ne s'agit plus de la psychiatrie à l'ancienne où une infirmière pour 20 patients distribue les traitements, pas plus que de la dictologie à l'ancienne où dans un service d'alcoolologie, on fait des ateliers avec tous les patients, du macramé et du photolangage. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, parce qu'il y a du craving. Il va falloir inventer de nouvelles stratégies thérapeutiques, des chambres de snozélène adaptées au craving pour des patients en intense demande de consommation, par exemple de cocaïne. Voilà de la nouveauté. Et dans la nouveauté aussi, ce qu'on va devoir penser, c'est que l'articulation avec le médico-social, elle doit être forte. J'en ai parlé dans l'espèce de niveau de diachronie. On doit s'articuler, le sanitaire avec le médico-social. Bon, vous dites, mais rien de nouveau, il n'invente rien. Seulement, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a souvent pensé qu'articuler le sanitaire et le médico-social, c'est des rouages, comme je l'ai montré tout à l'heure, un petit peu d'huile, et puis ça fonctionne. Le problème, c'est que les patients souffrant de pathologies duelles, ils ne sont plus dans le médico-social ni dans le sanitaire les plus graves. Ils sont dans le social, ils sont dans les CHRS, ils sont dans des lieux où il n'y a pas de sanitaire. Les plus complexes, ils ne sont plus dans les lieux de soins. Ils sont dans le social, dans les CHRS, ils sont dans le... Alors, il y a un peu... Vous allez me dire, mais si, oui, c'est vrai, il y a des équipes de coordination psychiatrique, des équipes mobiles de psychiatrie qui interviennent parfois. Il y a parfois des équipes d'addictologie qui vont intervenir, mais c'est dans ces centres-là que ces patients sont les plus complexes. Ah, je vous appelle, on a dans un centre d'accueil pour femmes isolées une dame qui s'alcoolise régulièrement, elle se scarifié. On l'envoie aux urgences. Les urgences disent, mais il y a un médecin traitant. Ah ben non, il n'y a pas de médecin traitant. Il y a une famille. Ah ben non, elle est isolée, elle s'alcoolise, elle ne veut pas être hospitalisée, elle menace de suicider. Ah ben j'ai qui comme interlocuteur? Vous avez une infirmière? Non, non, j'ai l'éducateur, il est là, vous voulez lui parler? Ah non, mais il y a le secret médical, je ne peux pas lui dire. C'est du vécu. Je pense qu'il faut, évidemment, je caricature, mais je pense qu'il faut décloisonner les articulations, qu'il faut que le sanitaire soit présent dans le médico-social, il l'est, par définition, mais au niveau du champ social, et l'accès du sanitaire par des équipes mobiles dans le social est un élément d'aller vers très important pour des personnes en pathologie duelle, en souffrance très importante vis-à-vis de leur pathologie addictive associée à des maladies mentales, parce que ce sont des patients, quand je disais tout à l'heure de façon... évidemment, ce qu'on vit dans les lieux de soins, un patient cocaïnomane schizophrène qui s'injecte de la cocaïne dans un lieu de soins, dans 90% des services hospitaliers, il est mis à la porte. Il est mis à la porte. Il se retrouve où? Il se retrouve aux urgences ou après, nulle part. Il n'a plus de logement. Alors évidemment, il va en CHRS. Et en CHRS, les acteurs du CHRS vous disent, ce patient, il ne tient pas le collectif. Moi, j'ai appris cette formule. Je travaille beaucoup avec le milieu social et médico-social, évidemment. Et j'ai appris, il ne tient pas le collectif, parce que, évidemment, on en fait quoi? Alors, il y a des dispositifs qui ont été créés, mais la vraie question de la coordination, c'est d'articuler des acteurs de champs différents avec des modalités d'accompagnement différentes. Donc, notre travail, c'est d'articuler des rectangles, des cercles, des triangles, des carrés. Parce que ce n'est pas articuler des engrenages qui ont la même culture et qui vont, avec un peu d'huile, ça va bien fonctionner, on va bien prendre en charge. Non, l'articulation, elle est complexe. Les gens n'ont pas la même vision.
Les acteurs du social, ils ne voient pas les choses de la même manière que les acteurs du sanitaire, que les acteurs du médico-social. Les cultures sont différentes, donc il faut s'acculturer, il faut parler, il faut accompagner. Puis au centre de ça, évidemment, c'est le patient. Et il faut évidemment trouver les bons engrenages pour que ça fonctionne. Les parcours de vie, donc il faut envisager la personne dans son environnement global, il faut penser l'environnement comme un support, il faut vraiment travailler sur la réinsertion en s'articulant évidemment sur des dispositifs d'aide à la réinsertion, les CCAS, grâce à MDPH, évidemment des dispositifs de paire aidance, des dispositifs de GEM, ainsi de suite. Évidemment, dans ce que j'ai parlé, on ne peut pas ne pas citer le 1 chez soi d'abord, qui est un outil prototypique, paradigmatique de l'accompagnement de la pathologie duel en ville, et c'est un outil formidable qu'il faut soutenir, évidemment, et sur lequel on doit se retrouver pour l'accompagnement de ces patients souffrant de dualité les plus complexes, évidemment. Donc l'idéal pour ça, il faut des personnes qui soient acteurs de la coordination. Donc dans le parcours de soins, il va falloir envisager de former des acteurs de la coordination, peut-être pas des case managers du patient, mais des acteurs de la coordination, des gens qui vont entre l'hôpital, entre le médico-social, entre le social, et qui soient capables de faire parler les gens, les uns avec les autres, du parcours du patient. Vous le savez tous, on a un patient qui est aux urgences, ça bloque, il y a de la place nulle part, on dit on appelle qui? On appelle tel service, non il n'a pas de place, on appelle tel autre service, non il n'a pas de place. On ne s'articule pas les uns avec les autres pour avoir une vision globale du parcours, et une seule personne qui peut avoir une vision globale du parcours, c'est quelqu'un qui coordonne ce parcours, donc il va falloir trouver des nouveaux métiers de coordination et d'accompagnement, et les équipes mobiles hors les murs d'addictologie, voire des équipes mobiles duel seraient évidemment un bon modèle. Alors si on parle maintenant de stratégie, il faut quand même aborder les stratégies thérapeutiques. Là j'ai parlé de stratégie de support, si je veux dire, à la thérapeutique, bien évidemment, elles sont importantes. La stratégie thérapeutique, elle se portera dans une logique, classiquement, parce que les deux pathologies qui nous intéressent, à la fois les addictions et les pathologies mentales, sont prises en charge normalement dans une logique biopsychosociale. Et bien là, l'association des deux se fera dans une logique biopsychosociale. Donc avec une vision à la fois dimensionnelle et catégorielle, des dimensions, je vais venir, et des catégories également. Les outils seront au service du patient. Alors dimensionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces difficultés symptomatiques, on doit soit dire, dimensionnel ou catégoriel, dans ces difficultés symptomatiques, on doit dire, ça j'ai tel type de maladie, ce patient il s'alcoolise, mais derrière je pense que j'ai assez d'éléments pour penser qu'il souffre d'une schizophrénie. Comment on peut dire ça? Soit on l'envoie vers un centre expert en schizophrénie qui va nous aider à faire un diagnostic, donc il ne faut pas perdre le lien évidemment avec les collègues de la psychiatrie et des centres experts. On peut dire aussi clinique, une réunion, un staff avec les collègues psychiatres, communément, de façon commune, on va dire quel est le diagnostic sous-jacent? De façon catégorielle, on peut penser à une schizophrénie. Si on n'arrive pas à faire un diagnostic catégoriel, eh bien on essaie d'identifier des dimensions fortes qui existent chez le patient. Des dimensions, il a un repli autistique, il entend des voix, il est complètement désocialisé. Est-ce que ces éléments-là sont des éléments qui peuvent nous faire réfléchir à une accroche thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou psychothérapique? Donc il va falloir bien caractériser les troubles. Et évidemment, en premier lieu, toujours la clinique. C'est fondamental. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on caractérise? De quoi s'agit-il? Des symptômes, de la clinique, avec des traitements associés. Donc il va falloir bien identifier ça, et ça, on a encore beaucoup de travail. Ce qu'on sait, c'est que, évidemment, on a des traitements de l'addiction, on a des traitements des troubles, des pathologies mentales, que ce soit d'un point de vue médicamenteuse et du point de vue psychothérapique également. Des traitements d'addiction, prévention de la rechute, traitement de la pathologie mentale, des interventions psychosociales, des interventions de remédiation cognitive, des interventions de pleine conscience. Évidemment, les psychothérapies, on en a un certain nombre. Eh bien, la réalité, ce que disent la plupart des auteurs, tous les auteurs qui travaillent sur les pathologies duel disent il faut associer les traitements des deux troubles, que ce soit en chimiothérapie, que ce soit en psychothérapie, toujours associer les traitements des deux troubles. On ne fait pas l'un ou l'autre, on fait les deux. Un patient qui est schizophrène, qui souffre de schizophrénie et qui souffre d'un trouble d'usage d'opiacés, eh bien, il a son traitement neuroleptique atypique, il a sa prise en charge psychosociale et il a son TSO. La logique, c'est la thérapeutique. Mais en médecine, c'est tout le temps la même chose. Un patient qui souffre d'un trouble pulmonaire et d'un trouble cardiaque associé, il y a des liens entre le poumon et le cœur, et on met en route des traitements visant le poumon et visant le cœur. C'est du basique de la prise en charge assez logique dans l'accompagnement sanitaire. Et puis sur l'aspect psychosocial, évidemment, les psychothérapies qui seront mises en place, les aspects socio-environnementaux procéderont de ces mêmes logiques. Donc je l'ai dit, séquentiel, parallèle, intégré. Les pharmacothérapies, il y a des données, je
je pense que l'objet aujourd'hui, ce n'est pas forcément tant de lister les aspects médicamenteux qui peuvent être offerts pour ces problématiques. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je l'ai dit, il y a peu d'études sur les pathologies duelles. Donc, on sait qu'il faut le traitement de deux troubles. On sait qu'on a des études pour le traitement du trouble d'usage des substances. On a des études sur les pathologies mentales. Donc, l'association des deux, c'est faire référence au traitement. Sur le trouble d'usage, évidemment, pour l'alcool, on sait que quand on diminue le trouble d'usage de l'alcool, on diminue la force, la prégnance, le pronostic négatif de la pathologie mentale. Évidemment, les substituts nicotiniques, important, le tabac, majeur, c'est un élément important de pathologie duelle, peut-être pas celui auquel on pense, c'est un élément majeur parce que c'est aussi à l'origine du plus grand décès, ça a été dit en introduction de nos patients souffrant de pathologie mentale. Et puis on a parfois des traitements à double valence, comme on va dire. Les stratégies par TSO, j'insiste beaucoup là-dessus parce que, évidemment, l'accès au traitement de substitution opiacée est une clé majeure parce que souvent on a des patients qui viennent là, qui ne poussent que la porte d'Exapa, qui n'ont qu'une demande, c'est celle-là. Et celle-là, évidemment, il faut l'accompagner, TSO, que ce soit, il y a des études sur la buprenorphine, et on sait également que les TSO, ils ont des actions, évidemment, via les systèmes opioïdergiques sur le trouble d'usage d'opiacés, c'est ce qu'on attend, évidemment, autant la buprenorphine que la méthadone, mais ils ont également des actions sur des systèmes ayant à voir avec ce qui est à l'origine de dépression, ce qui est à l'origine de psychose, d'où l'intérêt évidemment de l'utilisation de ces traitements et de l'accès pour nos patients à ce traitement. Il y a un enjeu majeur de l'accès aux soins par TSO parce qu'il faut trouver des prescripteurs pour ces substances, méthadone évidemment, en primo-prescription à l'hôpital et avec un encadrement évidemment très important. On a fait un travail avec Véronique Vaugien là-dessus, sur les pathologies duelles, et c'est un très beau travail. Donc je la remercie et je la cite. Pour les troubles thymiques, les troubles de l'humeur, il y a beaucoup de choses sur les troubles de l'humeur. La grande question, c'est alcool, et Philippe de Timary l'a cité, alcool et dépression. Ça a été largement, c'est un élément très fréquent, l'association alcool et dépression. Il y a beaucoup d'études qui montrent que l'utilisation d'antidépresseurs chez patients souffrant de troubles d'usage de l'alcool améliore évidemment la symptomatologie dépressive, mais réduit aussi la consommation d'alcool, des méta-analyses sur le sujet. La grande difficulté, vous le savez, c'est quand est-ce qu'on met ce traitement antidépresseur. Il faudrait que le patient soit sevré, ne boive plus. Quand on est en ambulatoire, c'est plus compliqué. Il y a des données qui montrent que quand les patients arrêtent de boire, ils ont moins de manifestations dépressives, mais il y a des données qui montrent que les patients qui arrêtent de boire, qui ont moins de manifestations dépressives et qui ne sont pas traités par antidépresseurs, sont ceux qui vont rechuter le plus vite et le plus souvent. Donc en fait, il faut surveiller les patients, surveiller toujours. Si les symptômes dépressifs disparaissent, il faut surveiller, voir s'ils ne réapparaissent pas en condition d'hospitalisation, voire en condition de prolongation d'hospitalisation ou à la sortie de l'hospitalisation. Donc c'est des éléments importants. Bien surveiller les risques suicidaires, les pathologies thymiques importantes, et puis associer les antidépresseurs, je l'ai dit, associer. Et là, c'est un bon exemple. On voit bien que chez les patients souffrant de troubles d'usage de l'alcool et de dépression, l'association d'un addictolytique et d'un antidépresseur, ça a été démontré, réduit la consommation d'alcool et réduit évidemment les manifestations dépressives. C'est la petite courbe bleue, là. Ouais, bon, bref, croyez-moi sur parole. Vous pourrez vérifier, il y a les références. Les troubles psychotiques, il faut traiter par des antipsychotiques, on dit plutôt de seconde génération. L'utilisation de traitements à action prolongée est un enjeu majeur chez nos patients en pathologie duelle. Que ça soit du côté des neuroleptiques atypiques, on en a l'habitude, et il y a beaucoup de patients sous traitement parce qu'en fait ils ont pas forcément leur traitement, ils sont désocialisés, ils ne le prennent pas tous les jours. Donc avoir des traitements d'action prolongée, pour eux c'est un confort, il faut en discuter avec eux. Il y a beaucoup de patients qui acceptent, moi j'ai beaucoup de patients sous neuroleptiques atypiques et ça se passe bien, ils sont acceptants de ça. Et puis il y a les traitements évidemment de substitution aux opiacés, de traitements à action prolongée de substitution aux opiacés, qui sont également une bonne alternative pour ces patients et ça permet également de les stabiliser de façon très importante, et on associe assez souvent action prolongée neuroleptique, atypique, action prolongée TSO, buprenorphine, meilleure stabilisation parce que ce sont des patients souvent qui sont en errance, ces patients qui oublient de prendre des traitements, ces patients qui sont stigmatisés parce qu'ils ont ces associations-là, qui se font piquer leurs traitements. Donc c'est important de penser à ces aspects-là. Troubles bipolaires, peu de recommandations, il y a peu de recommandations internationales. Alors sur les psychothérapies, évidemment, pour les pathologies duelles, alors une des autrices historiques des méta-analyses sur les psychothérapies en pathologie duelle, elle s'appelle Michèle Cléry,
Et Michel Cléry, j'ai retapé hier un peu, j'ai refait la biblio de savoir un peu ce qui sortait. Il n'y a pas grand-chose depuis les années 2010 sur le sujet. Et Michel Cléry a beaucoup travaillé sur un aspect qui me semblait important et que je voulais vous citer, c'est keeping the peace, faire la paix, garder la paix. Voilà un élément important pour soigner nos patients souffrant de pathologie mentale. Il y a d'autres choses. La bienveillance, elle écrit sur la bienveillance, la gentillesse, kindness, vous verrez des articles sur la gentillesse, la bienveillance à l'égard des patients, c'est la clé de l'accompagnement, surtout sur des patients présentant des pathologies duelles. On parle souvent de cadre, on les cadre, il faut cadrer le patient, ainsi de suite. Commençons par être bienveillants, ça se passera bien. Alors, je pense qu'un élément important sur les aspects psychothérapiques, il y a beaucoup de méta-analyses, bref, je vous passe tout ça, simplement intérêt des thérapies cognitivo-comportementales, intérêt du soin communautaire, intérêt de lieux finalement. La grande difficulté et l'enjeu majeur des patients souffrant de pathologie duelle, c'est des lieux communautaires où il n'y a pas trop, où ils sont peut-être individualisés dans leur appartement, pas tous ensemble parce qu'il y a des co-consommations très importantes. Il y a des personnes pour être ici pour accompagner, des soignants, des éducateurs, des lieux en fait qui soient de lieux de long cours, des lieux de vie, des lieux peut-être d'habitat éclaté, hein, comme le 1 chez soi d'abord, finalement pas tous au même endroit, finalement un communautaire éclaté, avec des équipes qui les accompagnent dans du résidentiel au long cours, peut-être en résidentiel avec des systèmes de bail glissant, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Donc il faut penser le soin communautaire dans la ville, accompagné par des équipes mobiles qui vont vers les patients. C'est du 1 chez soi d'abord, vraiment taillé sur mesure pour la pathologie duelle. Voilà, je pense, une stratégie thérapeutique d'accompagnement très forte, avec des infirmiers peut-être tous les jours quand il y a des traitements à prendre. Donc il faut vraiment envisager ça de façon très importante. Les recommandations, alors bien sûr, là, ce dont j'ai parlé, c'est quand même très inséré dans la cité, il y a de la réhabilitation. La grande difficulté pour les patients souffrant de pathologie duelle vis-à-vis de la réhabilitation psychosociale, c'est que la réhab, elle est faite beaucoup par les collègues psychiatres et qu'il faut associer, il faut réinjecter nos patients quand ils sont passés en addicto, il faut leur dire, bon, monsieur machin, tu le reprends quand là, dans ton parcours de réhab? Ah oui, ton patient cocaïnomane, là, il est venu, mais enfin, c'est pas simple. Oui, il fume beaucoup de cannabis encore. Hein, donc, on va pas. Oh, il est arrivé, il était super, il était complètement alcoolisé, il n'a pas pu tenir le parcours de réhab. Donc c'est vraiment la logique de la réhab qui soit réinjectée dans des parcours psychiatriques parce que finalement, même quand on fait de la pathologie duelle, même si on a un système intégré, pour des patients souffrant de pathologies complexes au long cours très chroniques, on a besoin du support du secteur, on a besoin de ces accompagnements-là, parce que nous, on n'a pas les moyens de le faire. Et puis je pense que c'est important aussi de réinsérer les patients là-dedans. Peut-être un élément important de la réhabilitation psychosociale, c'est de créer des dimensions où c'est orienté de façon très importante les hôpitaux de jour en addictologie du côté de la réhabilitation psychosociale. C'est l'enjeu majeur des hôpitaux de jour, un traitement dimensionnel de remédiation et de réhabilitation psychosociale pour des patients souffrant de pathologie duelle, parce que là, on va pouvoir faire de l'accompagnement, 2 mois, 3 mois, de la réhab sur les pathologies addictives. Et même nous, à Clermont-Ferrand, dans ce dispositif-là, d'hôpital de jour et de réhab, on commence même à faire des liens avec le monde associatif de la réinsertion professionnelle. Et donc, c'est essayer de trouver nos propres leviers de réinsertion. Voilà, j'avais fait un truc avec Maurice, on trouve ça dans un bouquin de Nicolas Franck sur la réhab en addictologie, du Maurice dans le jus. Je permets de citer Maurice de Matisse avec ses excellents diagrammes. Et la force de l'éducation thérapeutique, mais vous inviterez Maurice, il vous expliquera ça mieux que moi, il sera ravi de venir dans cette magnifique région des Hauts-de-France. Et puis je vais conclure parce que j'ai été très bavard. Voilà, il y a plein de gens, voilà, il faut les articuler, il faut les coordonner. La conclusion, je dis, qu'est-ce que je vais dire pour conclure? Si on regarde des papiers très récents sur les pathologies duelles, voilà ce qu'on lit. Les patients souffrant de troubles mentaux et de toxicomanie concomitante reçoivent souvent peu ou pas de traitement. Donc on a du boulot. Merci. Bien, écoutez, c'était encore une fois passionnant. Merci Georges de ce panorama. Alors, on ne pouvait pas détailler toute cette revue de littérature que tu as fait, il fut un temps, sur les protocoles thérapeutiques associés, mais en gros, il faut retenir qu'il faut traiter les 2 pathologies. En revanche, tu t'es appesanti, et j'en suis très heureux, sur finalement le parcours. Et c'est bien le parcours qui pose problème, et j'en parle ici en toute liberté, dans un pays de réseau. On voit que les mots-clés sont là, l'aller vers, un chez soi d'abord, mais
J'ai l'impression que tu te souviens au GEPS, au congrès du GEPS, on a fait venir le responsable du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil, Raphaël Gourevitch, hein, qui est un des rares urgentistes psychiatres qui ne se débarrasse pas d'un coup de pied dans les fesses du premier alcoolique venu suicidaire, mais au contraire le garde et se pose la question de ce que j'appellerais le diagnostic fonctionnel. On ne fait pas de diagnostic aux urgences en psychiatrie, on ne diagnostique pas une schizophrénie qui est un diagnostic de plusieurs mois, parfois même de plusieurs années. Et alors en plus quand il y a une pathologie addictive associée. Mais le diagnostic fonctionnel, c'est quoi? C'est finalement, qu'est-ce qu'on fait là maintenant pour lui? C'est quoi la priorité? Bon, il est suicidaire, il va au CPOA, il se pose, et puis après on fait quoi? Qu'est-ce qui va être la priorité? Et donc c'est finalement ce que tu nous dis, parce que tu te souviens qu'on avait revu ensemble l'accès aux soins, et on avait vu que un système de soins aussi disparate soit-il, voire même concurrentiel, est toujours meilleur qu'une filière unique pour pouvoir permettre une entrée diversifiée. Et non seulement ça augmente l'accès aux soins, mais ça augmente même la rétention dans les soins, le maintien dans les soins. Et donc cette question du diagnostic fonctionnel, elle va s'appuyer sur... Alors tu as parlé de case manager, il va falloir quand même le définir, ce case manager, parce que il va falloir admettre qu'à un moment ce sera peut-être plus le psychiatre, un autre moment plus l'addictologue, un autre moment plus l'éducateur, mais il faut changer les mentalités sur l'exemple que tu as donné de ce patient accompagné par l'éducateur qu'on ne va pas associer. Alors on n'associe pas l'éducateur, mais c'est quoi la personne de confiance? Alors on lui dit quoi à la mère du patient, hein? Donc cette histoire de secret médical, bien sûr qu'il faut le respecter, mais il n'y a pas... Le secret médical, ce n'est pas le fonctionnel. C'est ça qu'il faut bien distinguer. Je ne sais pas ce que tu veux dire là-dessus. Merci, beaucoup d'éléments. Je pense qu'en effet, qu'il y a différents niveaux de connaissances qu'on peut partager. On peut partager des informations sur le patient, dans le fonctionnel, comme tu dis, à un moment donné. Et je pense qu'il faut faire lien. Et d'autant plus, on le voit dans ces périodes de raréfaction d'acteurs, parce qu'on a des systèmes qui sont en tension, c'est qu'à certains endroits, on a des acteurs. On a des acteurs qui sont opérants, qui sont là, qui sont présents et qui accompagnent. Et donc là, il faut, en fonction des territoires, repérer les acteurs fonctionnels aussi, et qui sont capables de s'investir dans l'accompagnement. Et je pense qu'on doit construire, alors à la fois des aspects de filière, parce qu'il y a des patients qui suivent à peu près la filière classique, liaison, soins, sevrage simple ou complexe, SSR, hôpital de jour, retour au suivi en XAPA, donc on a ces patients-là. Et puis on a un certain nombre de patients, plus c'est complexe, plus c'est difficile, qui rentrent dans le système, qui sont autour, et qui vont être, on va dire, soutenus, supportés au bon sens du terme, par des acteurs autres qui sont autour, comme tu disais. Et donc ce qu'il faut faire, c'est construire en fait un mode d'accompagnement qui tienne lieu des acteurs du territoire dans lequel on est. Donc il y a une fonction territoriale très forte, et je sais que l'Agence régionale de santé est particulièrement, on va dire, soucieuse de l'aspect territorial. Et je pense que l'aspect territorial, il a des fonctions, on le voit comme dans une région comme les Hauts-de-France, et c'est pareil en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont la ville, avec des réflexions avec le contrat local de santé, l'appui sur un territoire d'une ville, mais après ça peut être à l'échelle d'un département, parce que les acteurs dans le département ils voyagent pour aller au SSR, ainsi de suite. Et puis après on a des dimensions supraterritoriales, parce qu'on a en fait des acteurs de soins et de supports sociaux, médico-sociaux, qui ne sont pas dans les départements, mais qui sont en lien avec nous, et qui sont dans des départements où il n'y a personne. Et donc là il faut penser le supraterritorial, c'est-à-dire des liens qui soient des connexions entre des territoires supradépartementaux. Et là, on doit imaginer alors, je dis un mot qui était à la mode, qui n'est plus, et qui redevient, qu'on peut dire maintenant sans se boucher les oreilles, et tu l'as prononcé, c'est la question des réseaux. C'est-à-dire, c'est comment on fait du réseau entre les acteurs. Et c'était vraiment une belle idée, la question du réseau, parce que c'est comment les acteurs s'articulent les uns avec les autres. Et comme dirait François Paille, article 1 du réseau, aimer faire du réseau.
Et c'est sûr que si on passe notre temps à éduquer les internes et les infirmiers à ne pas parler au libéral ou à ne pas parler au médico-social, ça ne va pas fonctionner. Il y a un deuxième point avant qu'il y ait une question dans la salle, c'est la lisibilité. Tu as remarqué que les deux portes de Philippe étaient toutes les deux bleues. C'est pas lisible. Faut arrêter d'appeler ça espace du machin, l'albatros qui tombe, le nombre d'or, marqué addictologie, marqué psychiatrie, marqué pas service du chien malade, on s'en fout. Enfin, je veux dire, soyez raisonnable. Vous êtes un service de psychiatrie, vous êtes un service d'addictologie, nommez-le, que les gens le voient. Et ça, je vous le dis, ça vient pas de moi, ça vient de la Mildeka qui était extrêmement perdue pour la construction des annuaires, pour pouvoir donner de l'information aux patients. Mais où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Foyer, vie sans alcool, ça c'est clair, c'est clair. Bon, après tu peux l'appeler d'un mec célèbre qui a fait de la dictologie dans le Nord-Pas-de-Calais que tu veux honorer de son vivant, par exemple. Tu peux toujours le faire, mais ça doit être en dessous, tu vois. Au début, c'est addictologie, tu vois le truc, hein. Bon. Maintenant qu'on a bien rigolé, à une question dans la salle. Oui, monsieur, madame. Bonjour, Hakim Mouchi, médecin généraliste addictologue à Amiens et chercheur chez Michael Nassila. Tout d'abord, merci pour votre présentation, excellente, très complète, très structurée. On apprend plein de choses, on en redécouvre également. Le bilan que j'en fais, c'est qu'effectivement, il faut de la connaissance, il faut de l'expertise. Et finalement, sur le terrain, qu'est-ce qui serait le mieux ? C'est un centre expert qui serait plus accessible ou des unités mobiles comme les microstructures qui, elles, seraient plus flexibles pour vous ? Excellente question. Les deux, mon général. Mais en fait, je plaide, j'ai plaidé, on en a discuté, et je ne baisserai pas la garde, et de mon vivant, j'espère que je le verrai, si je puis dire, je plaide pour des centres experts en pathologie duelle, qui soient, mais les centres experts en pathologie duelle, vous y avez fait référence, les aspects de recherche, d'expertise hospitalo-universitaire, comme le sont les centres experts en schizophrénie, parce que ça doit être des lieux de support à la fois de l'expertise, mais de la recherche, de l'enseignement, de la formation. Et ça, c'est les lieux hospitalo-universitaires. Et en même temps, parallèlement à ces lieux hospitalo-universitaires, en rayonnement, mais avec bidirectionnel, bien évidemment, c'est pas au-dessus, c'est en partenariat à côté des équipes mobiles dans les lieux où elles peuvent s'implanter, c'est-à-dire on a les ressources humaines, et ce que disait Olivier Cotensin, où il y a des gens qui s'intéressent et qui veulent le porter, des équipes mobiles en pathologie duelle qui partent soit des centres médico-psychologiques, des XAPA, des CH, peut-être les gens articulés les uns avec les autres dans le cadre de pôles interétablissements. Je crois beaucoup aussi à la dimension pôle interétablissement pour porter des équipes mobiles qui puissent justement, qui ont une notion évidemment de l'entrée dans le parcours. Et je pense qu'il faut évidemment les deux. Puis des trucs qui marchent, hein. Par exemple, dans le Grand Est, ils aiment plutôt les microstructures. Nous, on aime plutôt les réseaux. Mais en fonction du goût de chacun, oui. Et puis des possibilités géographiques et pragmatiques. Être pragmatique et adapté aux locaux régionaux, toujours. Une main s'est levée. Oui, madame. Oui. Bonjour, Sandrine Deblard, chef de service du carreau de tarmac du GRED à Valenciennes. Dans votre présentation, il y a un mot qui m'a semblé extrêmement important et qu'on oublie peut-être beaucoup, c'est la question de la stigmatisation. Vous parliez de la stigmatisation des personnes, que ce soit du côté de la psychiatrie ou de la dictologie. Effectivement, là, elle cumule. Et la question de l'autostigmatisation. Cette question-là, elle nous interroge aussi sur comment nous, soignants, parfois, sans le vouloir, nous sommes porteurs de cette stigmatisation. Et aussi dans les experts que vous avez évoqués, je crois qu'il y a un expert qu'on a vraiment oublié, c'est le patient lui-même. C'est-à-dire que lui-même, quand on le prend au moment où on peut le prendre, et c'est souvent la difficulté quand on a des troubles graves, dans des troubles, des moments de décompensation importante, par exemple de la psychose, pour travailler en CARUD, on est toujours, nous, à l'affût de cet espace où la personne va pouvoir dire ce qui est important pour elle et dire ce qu'elle a besoin. Et ça, c'est pas facile, ça prend du temps, effectivement. Et donc ça renvoie pour moi à la question aussi des moyens qu'on donne aux équipes pour pouvoir prendre le temps nécessaire, pour pouvoir être dans l'observation de cette temporalité-là, d'être dans l'écoute de l'expertise qu'a le patient de lui-même, de sa pathologie, de ses symptômes et de son addiction. Et ça me posait la question aussi de la temporalité, parce qu'effectivement, les moyens qu'on nous donne
ne nous permettent pas d'avoir cette temporalité-là. Et notamment, on sait bien que ces fenêtres parfois sont très courtes. Quand un patient a besoin d'être hospitalisé là, ici, maintenant, bah, les services sont tellement engorgés que c'est difficile de pouvoir répondre à ce besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, merci. C'est très important ce que vous dites. La question de la stigmatisation, l'autostigmatisation, on la connaît beaucoup chez nos patients. Replacer l'usager au cœur de la pratique. Évidemment, on part tout le temps, ce qu'on dit toujours aux équipes, on part de ce que souhaite le patient, ce que veut l'usager. On construit un contrat, un projet de soins à partir de ce qu'il veut. Ça peut être flottant, c'est ambivalent, on sait également que ça se mature, que le patient, je dis souvent aux équipes, le patient d'aujourd'hui il a consommé machin, et ben le patient d'aujourd'hui c'est le patient, demain ça ne sera pas le même, et demain il viendra nous dire dans votre service il y a beaucoup de cocaïne qui traîne, alors que la fois d'avant c'était lui qui en consommait. Évidemment ça change, il faut donner évidemment cette temporalité aux gens. Le temps, il est très important. Le temps hospitalier, parfois, je me demande, alors moi je suis responsable de différentes unités de soins, je crois qu'on a tendance à trop hospitaliser les gens, quand même, globalement, parce que je ne suis pas certain que la réponse elle soit tant à l'hôpital que ça. Mais il faut de l'accompagnement. Alors, vous savez, je ne sais pas enfin, la question des moyens, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse de quels moyens il faut mettre. Alors, je le dis, alors, je vais être quand même tout à fait honnête, je dis à l'hôpital, on aurait besoin de plus de moyens, plus d'infirmiers pour plus s'occuper des gens quand ils sont là. Ça, je dis ça. Après, évidemment, je ne sais pas, la temporalité elle-même, je ne sais pas si on a besoin de moyens pour la temporalité, mais on a besoin de moyens pour s'occuper des gens, ça c'est vrai. Pour la temporalité, on dit classiquement, le temps ne s'achète pas, je ne pense pas qu'il se paie non plus. Vous voyez, je veux dire que le temps, on ne peut pas le saisir, mais il faut des acteurs, ça c'est vrai, vous avez raison. Le sur-mesure, garant d'élégance. Bonjour, merci beaucoup pour moi. Ouais. Merci pour votre présentation. Claire Joubert, je travaille dans un centre de proximité en réhabilitation psychosociale à Lille. Donc je vous remercie aussi d'avoir cité la réhabilitation psychosociale. Dans votre expérience à Clermont-Ferrand, qu'est-ce qui permet justement de mieux articuler la dictologie et la réhabilitation psychosociale ? Je l'ai dit, merci de cette question. D'une part, moi je viens du champ de la psychiatrie. Je travaille beaucoup avec le professeur Pierre-Michel Lorca, qui est un grand spécialiste de la schizophrénie. Donc la question de la réhabilitation dans la pathologie mentale, c'est une question que je connais par culture et par proximité, si je puis dire. Elle est très importante dans le champ de la pathologie mentale. Je suis convaincu que c'est un élément porteur d'amélioration et de vie pour les personnes souffrant de ces maladies. Et puis dans le champ de la dictologie, on le voit bien, c'est un élément très important. On le voit bien sur les patients qui soient complètement désinsérés, qui soient la question d'accompagner cette réhabilitation, que ce soit dans la relation à leur entourage, que ce soit dans la réinsertion par le travail, que ce soit par les capacités qu'ils ont à vivre dans un logement, également des processus de relation à autrui, de relation à soi-même. Donc tous ces éléments-là qui permettent de remettre l'individu droit, si je puis dire, pour avancer. On a dans la dictologie des outils qu'on doit développer qui sont assez voisins de la psychiatrie, mais qui ne sont pas complètement les mêmes, qu'il faut développer pour accompagner les patients dans des processus de réhab. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, on l'a fait dans le cadre de l'hôpital de jour à Clermont-Ferrand, qui est porté par Julien Cabé, et c'est vraiment une pensée à la fois. On a complètement explosé les prises en charge de l'hôpital de jour. On est dans du dimensionnel, on travaille et on change toutes les semaines. D'abord, on fait des programmes qui évoluent en fonction des dimensions symptomatiques qu'il y a à traiter, et notamment des aspects très centrés réhab et très centrés réaccompagnement en dehors de l'hôpital. Et donc avec l'articulation, ça suppose une articulation hors les murs. Donc ça suppose une articulation avec des associations, avec des milieux de l'entreprise, avec notamment, par exemple, on a une entreprise qui fait de la réinsertion pour des personnes en difficulté, historiquement des gens sans emploi, des chômeurs en fin de droit, et on s'est articulé avec eux pour que nos patients souffrant de pathologie, qui trouvent pour ces patients-là des employeurs qui acceptent d'avoir des personnes qui ont des problématiques d'addiction, qui ne sont pas toujours là au travail, qu'il va falloir accompagner pour les réinsérer. Je passe à répondre à votre question. Voilà les aspects qu'on essaie de travailler. Très bien. Et maintenant, dernière question, Véronique Cousin. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être juste pour rebondir sur l'endroit utopique qu'on pourrait trouver où on accueille les addictions, enfin les pathologies duelles, voire trio, je dirais. Moi, je travaille en XAPA intramuros dans une maison d'arrêt.
Alors, ne laissez pas devenir la maison d'arrêt cette structure, parce qu'on y est déjà. Nous, on a effectivement des pathologies duelles, voire trio. Quand je dis trio, c'est déficit mental qui arrive de plus en plus chez nous. Je prendrai simplement l'exemple d'un patient que j'ai reçu hier matin aux arrivants, autiste, diagnostiqué schizophrène ou bipolaire, il ne sait pas trop, en rupture de soins depuis 18 mois parce que SDF depuis 11 ans en alternance. Son CMP ne veut plus de lui parce qu'ils se sont rendus compte que, étant SDF, date de naissance, je vous en passe et d'autres, certains l'avaient gardé. Le médecin bienveillant, gentil, comme vous avez dit tout à l'heure, l'a gardé pendant quelques années, je pense, sous traitement, et puis le remplaçant lui a dit « Vous n'êtes pas référencé chez nous, vous devez aller dans un autre CMP. » Vous imaginez, autiste, changement de CMP, 18 mois sans traitement, il arrive chez nous pour une agression parce qu'il dit bah, « Je suis impulsif », bien évidemment, il a agressé un monsieur dans un autobus, et moi, hier, avec la psychiatre, on a été obligé de lui demander au juge s'il pouvait l'incarcérer, mais pas trop longtemps, parce que sinon il va subir des agressions, des violences, voire même des séquelles traumatiques très importantes, parce qu'il est très fragile, et en disant peut-être qu'en étant un petit peu chez nous, on pourra vous raccrocher à l'émote, hein, qui va vous suivre, peut-être essayer... Donc voilà, moi j'en connais une de structure dans laquelle on reçoit tous les patients, dans laquelle nos médecins ne jettent pas la patate vers l'addiction ou la psychiatrie, parce que s'ils la jettent, elle retombe sur eux, donc ça ne sert à rien, mais dans un espace qui pour moi n'est pas un espace de soins, et pour y travailler depuis 28 ans, au contraire, on y régresse, puisque l'accès aux soins est de plus en plus difficile. Donc si on pense à une structure utopique, il faut la créer, parce que la prison, elle va devenir la structure pour accueillir ces gens-là, et ça n'est plus un espace de soins. C'est évident. Je pense que... En fait, je pense que ça existait de tout temps, la question de comment dire, la stigmatisation, la question de... quand on n'est plus... Ce que je dis souvent aux équipes, quand on n'est plus capable de produire du soin, on produit du cadre. Parce que les gens demandent toujours du cadre, c'est quand ils n'ont pas de réponse de soins et qu'ils n'arrivent pas à réfléchir en termes d'accompagnement sanitaire. Et le cadre, la prison, c'est une modalité de cadre, en fait, sociétale. Ça a été dit par Foucault bien avant moi, et de meilleure façon, pour la pathologie mentale et la pathologie addictive répond à ça. C'est-à-dire que l'enfermement, pour contrôler évidemment des problématiques de santé mentale ou d'addiction, ce n'est pas une réponse. Et on doit créer des dispositifs, mais les sociétés sont toujours en mutation. On voit bien sur l'aspect de désinstitutionnalisation de la psychiatrie, les nombres de lits qui ont disparu, la raréfaction du secteur, la raréfaction des acteurs. Les acteurs de psychiatrie sont étouffés, donc ils se recentrent sur leur, on va dire, problématiques un peu centrales et régaliennes qui sont les troubles et pathologies mentales. Ils laissent de côté tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, les structures on va dire, les structures médico-sociales sont pas forcément suffisantes. Donc évidemment, les gens ils se retrouvent dans la rue et puis finalement en prison parce qu'on n'a pas de réponse. Mais c'est une réponse collective qu'on doit apporter, je suis bien d'accord. On aura toujours des situations comme vous les décrivez, et je crois qu'il y en a toujours eu, on en aura toujours. Parce qu'évidemment, on ne peut pas répondre toujours à tout. Et qu'il y aura toujours ce type de situation parce qu'il y a des gens qui échappent au système et qui sont présents, on en a encore. La question, ce n'est pas tant des situations comme ça, il en existe, elles doivent être isolées. Elles doivent être systématiques, et ce qu'on doit craindre, c'est de passer du cas isolé à la systématisation des cas. Et qu'on a l'impression qu'il y a une tendance d'augmentation, ce que vous releviez, on a une augmentation de ces problématiques-là, liées évidemment à l'absence de réponse à la fois institutionnelle du côté de la psychiatrie et à la fois de l'absence de réponse addictologique pour des problématiques comme cela. Sur la question de l'autisme, avec l'errance, SDF, on a aussi des cas à Clermont-Ferrand, des patients hospitalisés, on les met dehors, ils reviennent, ils repartent, ils sont mis en hospitalisation à la demande du représentant de l'État, et puis après c'est le juge qui décide, ils vont en psychiatrie, ils fuguent. On voit ça. On en a toujours vu. Le problème c'est qu'on a tendance, je pense qu'on en a plus, parce que le système a tendance à plus les rejeter, comme vous disiez, et donc forcément ils se retrouvent à la rue et à la prison. Et le système aussi psychiatrique a de plus en plus une réponse qui est une réponse « Ah oui, mais finalement, la réponse, comment on appelle ça ? Il est sensible au rappel à la loi. » On a tendance à
à sensibiliser de plus en plus la personne souffrant de troubles psychiatriques à l'idée qu'elle soit sensible au rappel à la loi. Ce qui n'est pas faux, mais il ne faut quand même pas oublier la pathologie mentale sous-jacente. La question de l'autisme est une question différente, qui n'est pas forcément de la question de la pathologie mentale. C'est une autre question, mais il faut la résoudre. En tout cas, merci beaucoup, Georges. On peut encore applaudir, je pense, pour cette session. L'enjeu va être de sortir doucement parce que nous sommes beaucoup dans l'amphi. La pause est pendant une demi-heure. Donc il est 11h presque 10. Donc à 11h40 ici, tapante, et nous démarrons pour l'articulation sur les dispositifs réseau, sur les pathologies duelles. Merci, à tout à l'heure. Vous savez qu'il y a le bus de l'équipe mobile de l'association Le Mail. Si vous voulez vous donner l'autorisation d'aller voir, c'est super. Merci beaucoup.